Donc on va commencer par 45 minutes de questions entre nous trois et eux trois. Et ensuite, pendant 45 autres minutes, vous, le public, vous pourrez poser vos propres questions. Celles qui nous auront échappé, celles que le débat aura créé. Voilà. Alors on va commencer par quelque chose que vous avez dit, Viviane Lamberterie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? Alors vous avez dit: un jour, alors que je me confiais à Jean-Marc Roberts, directeur de stock de 98 à 2013, ma peur de passer à côté d'un grand auteur, ou au contraire d'aimer un livre très mauvais, il m'a dit: ça n'a pas d'importance, soyez dictateur en matière de goût littéraire. Aujourd'hui, si vous vous trompez dans vos enthousiasmes, c'est avec sincérité et c'est sans doute pas si grave. Voilà ce que vous avez ajouté à ce conseil lui-même dictatorial un petit peu de Jean-Marc Roberts. Alors, ma question suite à cette citation, c'est vous, Olivier Lamberterie, puisque vous avez dit ça, et les deux autres, est-ce que vous êtes dictateur en matière de goût littéraire et audiovisuel? J'adorerais, en tous les cas. D'ailleurs, je ne sais pas si dictateur a un féminin. Une Dictatrice. Être une dictatrice. Je te vois bien dictatrice. Non, c'était un conseil très judicieux et qui m'a beaucoup aidé, celui de Jean-Marc Roberts. Je venais d'être nommée à la tête du service livre. Avant, j'étais journaliste. Et d'ailleurs, je suis toujours journaliste. Je me considère plus comme journaliste que critique. Et effectivement, dans les premiers temps, j'étais tétanisée à l'idée de louper un chef-d'œuvre, ou alors parfois je voyais que les grands journaux prescripteurs adoraient tous un livre qui, moi, m'était tombé sur les pieds. Et donc j'étais très paniquée à l'idée de me tromper. Et Jean-Marc, qui était un très bon éditeur et un bon ami, je lui confiais mes états d'âme et il m'avait dit ça. Il m'avait dit: soyez un dictateur. Et en fait, il avait raison, parce que ça m'a libérée d'un poids. Je me suis dit, je peux me tromper, je peux défendre un livre mauvais, je peux, mais effectivement, je le fais avec sincérité. Après, cette question, elle revient à une autre question qu'on nous pose souvent, c'est: est-ce qu'on est effectivement dictateur du goût? Alors, goût, oui, la critique littéraire et le journalisme littéraire, je le revendique, c'est une affaire de goût personnel. Et effectivement, c'est une affaire subjective. Après, dictateur, j'adorerais être un dictateur et décréter que tout le monde doit lire les carnets d'Albert Camus et que tout le monde soit obligé de lire les carnets d'Albert Camus. Mais qu'est-ce que tu mettrais comme punition? Parce que le dictateur punit... Oui, eh ben, il devrait lire Guillaume Musso, je ne sais pas. Non, ce qui est très agréable, c'est d'être un prescripteur. Ça, c'est vraiment la récompense de notre métier, enfin l'une des récompenses de notre métier. C'est parfois le matin défendre un livre à Télématin et que l'après-midi, le livre soit dans les meilleures ventes d'Amazon. Ça, c'est une grande satisfaction et un grand bonheur. Et après, dictateur... Il faudrait demander à mon équipe si je suis un grand ou un petit dictateur. François était un bon dictateur aussi à sa manière. Hein. Oui, j'allais dire, vous aviez l'air d'accord, François Vinel, avec ce qu'a dit Viviane Lamberterie. Oui, d'abord, je suis tout le temps d'accord avec ce que dit Olivia, il faut le savoir. Non, sur ce point-là, en réalité, c'est intéressant parce que je me demandais, parce que vous aviez eu la gentillesse de nous faire passer quelques questions avant, je me demandais d'où venait cette idée. Est-ce que le journaliste est un dictateur du goût? Et je crois qu'en fait, la réponse que tu viens de donner en dit davantage sur le métier d'éditeur que sur le métier de journaliste. C'est-à-dire qu'un éditeur a évidemment besoin que le journaliste fasse autre chose que raconter ce qu'il voit et qu'il soit prescripteur, parce qu'il a besoin de vendre ses livres, l'éditeur. Et Jean-Marc Roberts, saluons-le, fut un des meilleurs éditeurs des 20 dernières années. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui savait faire des coups, tout en suivant des auteurs parfois totalement confidentiels et en les portant à bout de bras. Mais je crois que ça traduit plus son angoisse. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de faire vendre des livres dans un milieu où il y a des livres absolument partout et au final nulle part. Parce que c'est le grand paradoxe en réalité de la presse aujourd'hui. Ce qu'on appelle volontiers, on peut peut-être le dire ici, les petits hommes gris,
c'est-à-dire les gens qui dirigent parfois en ayant perdu de vue le terrain, vous disent mais regardez, la radio, la télévision, la presse écrite, c'est formidable, il y a des livres absolument partout. Par exemple, je sais pas, on demande à un écrivain de dire ce qu'il a dans son smartphone, ou alors on fait des débats entre écrivains. La cuisine aussi, dans les pages société, les pages politiques, mais à force d'être partout, malheureusement, la littérature n'est nulle part. Et ça, je pense que Jean-Marc Robert, ça va être parfaitement compris. Il fallait, dans l'esprit de Jean-Marc, je crois, que quelques journalistes trouvent le moyen de jouer les corsaires, les pirates, les flibustiers, comme vous voudrez, pour non seulement faire le boulot, mais en plus être prescripteur. Et c'est évidemment ce que fait Olivia, et à travers ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir mis à mal les cloisons et les disciplines. Je pense qu'Olivia serait moins prescriptrice à Télématin si elle n'était pas par ailleurs à elle, celle qui va débusquer et faire lire à une équipe de journalistes tel ou tel livre, et celle qui va prendre la parole dans un débat critique, alors tout à fait différent, le dimanche soir dans Le Masque et la Plume, où il faut quand même pas mal de bagou pour tenir tête à quelques divas de la critique. Et c'est tout ça qui fait qu'ensuite, quand elle parle d'un livre, ça devient prescripteur. Après, sur la question de la dictature, c'est compliqué parce que dictateur du goût, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas totalement certain d'avoir envie de dictateur, que ce soit en goût ou ailleurs. Et en même temps, ce qui est certain, c'est que il faut de manière très très forte, enfin, il faut, c'est un peu normatif tout ça, mais il faudrait en tout cas que de manière très très forte, tous nous disions ce que nous aimons. Beaucoup plus que ce que nous détestons. Enfin ça c'est un autre débat, on y viendra peut-être. Mais à force de dire oui c'est pas mal, d'être dans le tiède, d'être dans une espèce de recension. Je sais qu'il y a eu très longtemps une idéologie qui était une idéologie des rédacteurs en chef dans certains médias de presse écrite, et puis des profs de journalisme aussi, qui suivait le mot d'Hubert Beuve-Méry. Vous savez, Beuve-Méry, en 1945, mais c'était en 1945, hein, disait à ses journalistes « écrivez chiant hein. ». Soyez chiant. Faites long, lent, écrivez-nous et tartinez-nous des trucs. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, il faut à tout prix affirmer ce que l'on aime. Et pour ça, eh ben oui, il y a une forme un peu, non pas de dictature du goût, mais une affirmation de soi qui peut donner le sentiment que le journaliste exerce une dictature. En réalité, vous savez, les dictatures, c'est toujours pareil, hein, on veut bien les subir. Donc c'est parce qu'on a mis aussi tel organe de presse, que ce soit la télévision, le web, la radio, à cette place qu'on a cette soi-disant dictature. Oui, Simon, oui. Alors, moi, je suis entièrement d'accord philosophiquement avec ces propos de Jean-Marc Robert, avec la lecture que vous en faites, François. Mais je trouve très pertinent que ce soit la première question ou le premier angle d'attaque que vous ayez choisi, parce que moi, travaillant donc principalement pour un média numérique, et donc énormément via les réseaux sociaux, j'ai pu remarquer ces 5-6 dernières années une disruption énorme. C'est-à-dire que, autant je pense qu'il est philosophiquement nécessaire d'être dictateur à la façon dont vous venez de le décrire, autant j'ai remarqué qu'une partie du lectorat, le plus jeune, mais on va dire le plus massif, a un rapport extrêmement compliqué avec cette notion de verticalité qu'ont mis à mal les réseaux sociaux. Et s'il faut être dictateur aujourd'hui, c'est peut-être plutôt dans le sens du prince de Machiavel. C'est-à-dire qu'il faut être un dictateur qui se fait aimer, hélas, et que cette affirmation de soi très forte doit être faite dans une position qui est extrêmement compliquée à tenir, c'est-à-dire qui est assumée, qui est, comme vous le dites, de dire haut et fort les choses, de dire nos goûts et de ne plus faire chiant, mais néanmoins, en donnant l'impression à ces lecteurs qui ont un rapport très communautaire, qui est très affectif à ce qui est devenu un média, bon an, mal an, les réseaux sociaux, et ils rejettent très souvent, et très souvent en masse et très violemment, une idée de verticalité, et la transmission, selon eux, se fait horizontalement. Je veux dire par là que si je suis dans la position de celui qui transmet une connaissance, une expertise ou un savoir, non seulement je suis potentiellement un empêcheur de tourner en rond, je suis quelqu'un qui peut mettre à mal une expérience très affective, dans mon cas le cinéma, mais je pense que ça va venir ou ça ne sera pas fondamentalement différent avec la littérature, et par conséquent je dois donner l'impression que je suis l'un d'entre vous.
Je m'exprime comme vous pourriez le faire ou comme vous pourriez avoir envie de le faire. C'est quelque chose, moi, qui me dérange et qui m'interroge beaucoup dans ma pratique journalistique. Mais je constate aujourd'hui, par exemple, et j'en ai encore eu des exemples extrêmement cinglants pendant le Festival de Cannes, ma position de journaliste est extrêmement complexe à tenir. Je parle sur la forme, pas sur le fond, bien sûr. Je ne parle pas de transformer les opinions. Je peux dire absolument n'importe quoi à mes lecteurs. Je dois leur exprimer d'une façon qui leur donne le sentiment que ça n'est pas un expert qui leur parle, c'est un des leurs. Et c'est quelque chose qui change fondamentalement et qui interroge énormément notre position et qui nous met dans une situation très complexe à tenir parce qu'elle nous met à la fois dans la main, alors nous des distributeurs cinéma, mais c'est un système qui n'est pas fondamentalement différent de ce que vous pouvez rencontrer en édition, j'imagine, à bien des niveaux. C'est-à-dire que nous sommes du coup très sollicités pour devenir des espèces de pures courroies de transmission commerciale, j'ai envie de dire, et que quelque part une partie du lectorat qui a été élevée à ça, qui a été élevée justement dans un système où ce qui n'est pas immédiatement gratifiant, ce qui est fastidieux, est potentiellement négatif ou est une forme d'arnaque et quelque chose que je ne mérite pas, ça doit me plaire, ça doit me séduire immédiatement. Ou alors une certaine éducation qui dit que le regard critique est quand même un regard d'emmerdeur. Donc je dois réussir à amener ça, à amener cette finesse, à amener une grille de lecture, à amener un angle, mais qui ne soit jamais perçu comme venant d'un supérieur. Et c'est en cela que la phrase de Jean-Marc Roberts est extrêmement importante parce qu'il ne faut pas l'oublier et pourtant il faut réussir, il va maintenant falloir réussir à l'amener d'une façon beaucoup plus complexe, je pense, à toute une nouvelle génération non plus de curieux, mais hélas peut-être de consommateurs de produits culturels. Vous avez amené la question de la position sur les différents médiums qu'on utilise et justement tu as une question en ce sens. Une question dans la mesure où vous êtes tous les trois, on va dire, multimédia, radio, écrit et télé pour François Venel, également visuel en Bertoli, et également écrit et visuel pour vous. Est-ce qu'il y a un type de critique qui s'adapte à un type de média, ou est-ce qu'il existe une critique, une façon de critiquer, ou est-ce qu'on critique différemment quand on est à la radio, à la télévision, ou à l'écrit? Comment est-ce qu'on aborde sa critique en fonction du support, en fait? Bah, c'est très différent quand même. Moi, je suis toujours gêné avec le mot critique. D'abord parce que je suis un petit peu comme Olivia. Moi, personnellement, je ne suis pas critique littéraire. Je fais du journalisme. Et quelle serait la nuance pour vous, justement, parce qu'Olivia, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas critique, je suis journaliste. Le critique est celui qui sait. Moi, je ne sais rien. Le critique est celui qui parle depuis un lieu, qui est généralement une chaire, et qui parle généralement un peu en surplomb. Et c'est normal, il a besoin de faire surgir des perspectives, des enjeux, des choses comme ça. C'est très important, on en a besoin, mais le critique, il est exactement comme le médecin légiste. C'est-à-dire qu'il vous met le cadavre sur la table et il le dissèque. On en a besoin, notamment dans les facultés. À Vincennes, Paris 13, c'est formidable d'avoir des gens qui vous parlent du structuralisme ou alors de la métonymie dans l'œuvre de Rabelais. Le journaliste, c'est celui qui dit comment ça s'est fait. Et c'est celui qui s'étonne, c'est le curieux. C'est pas du tout le consommateur de produits culturels, c'est le curieux professionnel. Comment est-ce possible? Comment peut-on écrire ça? D'où ça vient? Qui est ce type? Comment l'œuvre est-elle construite? Est-ce qu'il y a vraiment une différence, comme on veut nous le montrer, entre une biographie et une œuvre? Et pourquoi on ne mettrait pas les deux ensemble? Etc. etc. C'est des questions basiques, très simples. Et le journaliste est aussi quelqu'un qui, à l'opposé du critique, s'est donné un... Alors, il n'y a pas de dictature, mais je crois, une espèce de petit code qui consiste à se dire je vais essayer d'employer des mots très simples pour faire comprendre à tout le monde des choses extrêmement compliquées. Vous voyez, le critique n'a pas ce souci-là. Le critique, il est dans une logique d'examen, c'est normal, c'est son boulot. C'est même le sens du mot. Pour faire pédant, critique, en grec, je crois que c'était ça, c'est examiner, voilà, c'est ça, et aller chercher dans une verticalité, comme tu disais. Mais je pense que le journaliste, lui, il est plutôt dans une horizontalité. Trouver quel horizon se cache derrière un texte, ou une œuvre, ou un film, ou de la musique. Et puis, affirmer aussi une subjectivité, totalement, jusqu'au bout, sans aucun souci de vérité, quand on est du côté du roman, évidemment, quand on ne travaille pas sur la philosophie, mais quand on travaille justement sur le roman, sur la fiction, disons, voilà, la fiction. Ce qui est formidable avec la fiction, c'est qu'elle vous dit la vérité sans prétendre le faire. Donc voilà, on vous donne un film, on vous donne un roman, on s'éloigne des théories générales, des jugements moraux,
Et puis on prend des personnages qu'on jette au milieu d'une scène, si possible bien cabossés, et on voit comment ils se relèvent. Ça s'appelle une fiction. Et de là, vous, journaliste, vous êtes moins là pour essayer d'avoir cette position de surplomb, mais pour vous poser des questions. Vous voyez, et donc voilà la différence pour moi entre journaliste et critique littéraire. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les critiques littéraires. Roland Barthes a été un très grand critique littéraire. Il faut des gens comme ça. Il y a eu une époque où dans les journaux, il y avait des papiers critiques. J'appelle papier critique non pas la recension d'une demi-page, mais vous voyez, par exemple, il fut un temps où au Nouvel Observateur et ensuite à l'Express, puis de nouveau à l'Obs, c'était Angelo Rinaldi qui faisait des critiques très redoutées, mais il avait une page, et à l'époque, les pages faisaient quoi, 5000, 6000 signes. On avait vraiment le temps de déployer une pensée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'est, par exemple, traiter un roman par le biais du reportage, de l'enquête, du portrait, avec toute la subjectivité qu'il peut y avoir dans le portrait, et puis en sachant bien sûr que quand vous allez faire le portrait d'une romancière ou d'un écrivain, il vous présente ce qu'il a envie de présenter. Donc le récit de celui qui fait le portrait est presque aussi important que le portrait du portraituré. Et donc c'est l'interaction entre les deux qui devient intéressante. Du coup, le web n'a rien inventé du tout. Ça a toujours existé, ça s'appelle le portrait ou le reportage. Mais c'était aussi une forme de journalisme qui, moi, me semble, en tout cas pour ce qui concerne les arts, faire fonctionner la curiosité de manière plus joyeuse, on va dire. Il y a peut-être aussi ça qui est une différence. Par exemple, il y a quelqu'un moi, que j'admire beaucoup, et je sais que toi aussi, Olivia, qui a été un de nos grands professeurs de bonheur, et qui est mort il y a quelques mois, qui était Umberto Eco. Mais Umberto Eco faisait des articles de critique, de sémiologie, comme il disait, bah, c'est prodigieusement chiant, François, bah, okay, il faut vivre. Et à côté de ça, il était capable, en 2500 signes, de vous raconter Jules Verne, Jack London, Joseph Conrad, comme s'il les avait vus la semaine dernière. Et ça, c'était absolument fabuleux. Et c'était son journalisme à lui. C'est-à-dire qu'il rentrait moins dans l'œuvre que dans les anecdotes, dans le point de détail, dans ce qu'il pouvait supposer chez son interlocuteur une curiosité. Et ça, c'était moins de la critique qu'une forme de journalisme. Ouais, c'est vrai. Il en faisait d'ailleurs des petits textes absolument succulents dans les journaux. Oui, parce que je partage un point de vue avec François, et je pense que c'est le succès de sa grande librairie, c'est que aujourd'hui, les livres sont quand même des objets assez fragiles, et qu'une grande partie du boulot, c'est de faire partager un enthousiasme. Et je pense que le succès de la grande librairie, c'est que François, tout d'un coup, il arrive, il est là. Moi, je ne sais absolument pas de quel livre il parle, je ne l'ai pas lu. Et tout d'un coup, j'ai envie de foncer à la librairie pour m'acheter ce livre de cet auteur que je ne connais pas, parce que je trouve qu'il a cette manière de parler des livres très enthousiasmante. Mais d'abord, c'est très gentil, mais ce n'est pas moi. C'est l'auteur. C'est toi, moi, et il faut être deux. Je les interroge. Oui, allez, non, mais bon. Il y a ça aussi, je crois que le genre noble... Pour moi, c'est de plus en plus ça. Enfin, il n'y a pas de genre noble et de genre moins noble, je viens de dire une imbécilité. Oui, c'est pas très grave. Mais le grand genre, celui qui est excitant pour l'esprit, c'est l'entretien. Oui, mais après, tu as des bons et des mauvais clients, donc après, tu fais quand même une partie du boulot. Donc, ce que j'essaye de faire, moi, à la télévision, c'est ça. Alors, moi, je n'ai pas l'auteur en face de moi, j'ai William Lémergie, qui a le bon goût de m'écouter attentivement. Et il est vraiment, c'est un très bon pro, parce que très souvent, je lui parle d'un livre, un polar norvégien qu'il ne connaît pas et qu'il lira sans doute pas, mais il sait vous faire rebondir, vous relancer, et c'est très agréable parce que c'est vraiment une partie de ping-pong. Après, il est 8h20, moi j'imagine le téléspectateur derrière sa télé, il a le nez dans son Nescafé, il fait moche, il a une mauvaise journée devant lui, donc je pense qu'il faut un peu surjouer, si vous voulez, pour qu'il lève le nez de son café et qu'il se dise « tiens, ça a l'air pas mal », il faut y aller dans l'enthousiasme, et il faut trouver... et c'est pas du tout le même boulot qu'à l'écrit, il faut trouver le fil qu'on va tirer. Alors, ça peut être l'écriture, ça peut être un détail de l'histoire, ça peut être la personnalité de l'auteur. Il faut trouver le petit truc qui fait que comme ça, le potentiel lecteur, il va se dire « tiens, ça, j'ai envie d'y aller ».
À Elle, le travail est différent parce que là, j'ai plus de place. C'est un travail écrit qui est un travail plus quand même d'analyse du texte et qui se rapproche un peu plus de la critique au sens traditionnel dont François parlait. Après, à Elle, moi je m'inscris dans un journal et dans une tradition, puisque c'est un journal qui a fêté ses 70 ans l'année dernière, qui a une très grande tradition littéraire. Dans le premier journal qui est paru en novembre 1945, il y avait une nouvelle de Colette. Et la fondatrice du journal, Hélène Lazareff, elle était très proche des écrivains. Et elle avait l'idée qu'elle disait toujours à Elle, les écrivains sont chez eux. Et c'est une tradition que j'essaye de perpétuer. Et donc, c'est une critique qui est d'enthousiasme. On ne va pas chercher les livres qu'on n'aime pas, on parle des livres qu'on aime. Ce qui m'amène à ma troisième casquette, qui est celle du masque et la plume. Alors là, le travail est encore différent parce que je reçois 3 semaines avant l'émission une liste de livres fomentée par l'ami Jérôme Garcin. Donc parfois, je me dis, wow, je le déteste, ça, j'avais pas du tout envie de le lire, ça, je connais pas, ça, c'est un auteur qu'a priori, j'aime pas. Et en fait, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il oblige à sortir des auteurs qu'on suit, qu'on aime, et puis de ceux vers lesquels l'intuition vous porte. Et grâce à Jérôme, j'ai vraiment découvert des auteurs que j'aime beaucoup, et puis des auteurs que j'aime pas du tout. Alors après, c'est un peu les jeux du cirque, le masque et la plume, parce que vous avez un public, il y a 150 personnes qui sont face à vous. La première fois que je l'ai fait, je suis arrivée, j'ai dit à Jérôme, bonjour monsieur, bah, c'est super, écoutez, je vais rentrer chez moi, je ne vais pas y arriver. Ah oui, c'était horrible, il y avait le public comme ça, et puis c'est un studio qui monte et tout. Après, j'ai découvert que c'est des fidèles, donc le premier rang, c'est toujours les mêmes gens, toujours à la même place. Alors, il y a toujours celui au deuxième rang qui s'endort au deuxième livre, je ne sais pas pourquoi il vient. Mais honnêtement, au début, c'était horrible. Je faisais 3 fois le tour de la maison de la radio. Je me disais peut-être je pourrais boire un whisky. Heureusement, je ne l'ai jamais fait parce que je pense que ça a été pire que tout. Mais ça fait vraiment assez peur. Et puis après, mes petits camarades battleurs sont assez entraînés. Alors, ce qui est très déconcertant en masque et à plume parfois, c'est qu'il y a un livre que vous aimez moyen. Mais bon, puis vous dites non, c'est pas très bien et tout. Et puis, vous ne savez pas du tout ce que vont dire les autres. Donc, il est arrivé que, par exemple, un auteur que j'aimais moyen, que j'avais décidé plutôt de massacrer, les 3 journalistes avant moi l'avaient, mais alors déchiqueté, il en restait vraiment des lambeaux. Et là, du coup, moi, je deviens ambulancière, comme m'appelle Jérôme. C'est-à-dire que je me dis, là, je ne peux pas... Donc, j'essaye de trouver... Voilà, donc j'essaye de trouver ce qu'il peut y avoir de bien dans ce livre. Bon. Donc, c'est un exercice, bon, mais assez rigolo, qui vous... Il y a beaucoup de gens qui vous détestent après, hein, ça, on pourra en reparler, ça vous crée des inimitiés très, très durables. Et très tenace. Parfois, je dis, il faut que je mette une cagoule cette semaine quand je passe au boulevard Saint-Germain, parce qu'il y a des gens qui sont très mécontents. Oui, oui. En même temps, c'est le jeu. Ils ont le droit d'écrire des livres mauvais, et moi, j'ai le droit de dire que c'est pas bon. Voilà. Bon, et vous, Simon, c'est quoi votre petite recette d'enthousiasme? Alors, du café le matin? Beaucoup. Je souscris tout à fait à ce que disait François sur l'importance de différentes formes de chemins de traverse qui permettent de créer des apports plus ludiques, plus différents et de sortir du simple exercice critique, évidemment. Et je me retrouve beaucoup, par rapport à mon expérience au cercle, dans celle que vous venez de décrire sur le masque et la plume. Alors en revanche, il y a une particularité d'Internet qui, vous avez raison, n'a rien inventé, mais en revanche a une problématique légèrement différente, c'est qu'a priori, en général, la personne qui va écouter une émission de radio, qui va regarder la télévision, en fait à cet instant T son activité principale. Moi, ma problématique, que je sois dans une brève, que je prépare une interview, que je prépare un dossier ou une critique, c'est que la personne qui me lit sur un écran et a probablement 3, 4, 5, 6 fenêtres ouvertes.
Il va donc arriver sur cette page, et ça c'est quelque chose alors, qui est assez intéressant, c'est qu'avec Internet on peut être documenté de façon extrêmement précise sur le fonctionnement de nos lecteurs. Est-ce qu'ils font défiler une page plus vite qu'en réalité ils ne la lisent ou pas? Combien de temps restent-ils dessus? Est-ce qu'ils lisent un article et s'en vont ou papillonnent sur le site? Donc je sais qu'il faut que je trouve des moyens, il faut que je trouve des biais pour que très rapidement, quand mon lecteur arrive, il soit accroché. Moi, je trouve que j'ai plutôt une culture du journalisme écrit, papier. Franchement, les hasards professionnels qui m'ont amené sur Internet. Donc moi, faire des articles de 200 signes avec 3 points d'exclamation, 30 vidéos et des liens hypertextes, ça ne m'intéresse pas fondamentalement. Je viens plutôt de l'écrit et je pense que c'est là que s'exprime peut-être le mieux l'exercice d'analyse. Enfin, bref. Tout ça pour dire que ma problématique, c'est comment faire pour que mon lecteur reste sur cette page. Est-ce que je dois simplifier mon texte ou est-ce que je dois en changer la présentation? Et ça, c'est une expérimentation qui se fait en continu. Mes lecteurs viennent principalement des réseaux sociaux. Il faut donc que visuellement ce soit un petit peu attrayant pour qu'ils aient envie de le partager, de dire à leurs amis « Tiens, je suis tombé sur un article qui m'intéresse, tiens, vas-y, c'est… » Et je me rends compte que j'arrive à rendre des textes relativement complexes, toute proportion gardée, facile à lire, en mettant telle phrase en gras, en faisant beaucoup d'intertitres, en travaillant beaucoup les illustrations, et que si je donne entre guillemets à boire et à manger à mon lecteur, mais c'est un équilibre très ténu et très compliqué à trouver, je peux réussir à faire des textes un petit peu charpentés, où on va sur des principes, où on est sur de l'intertextualité, sur des œuvres comparées, mais ça demande voilà, de toujours avoir en tête que je n'ai pas un lecteur, et a priori mon lecteur est peut-être arrivé par hasard, parce que par exemple il a entendu que tel film allait sortir, il a tapé sur Google, il est arrivé sur écran large, donc il n'est pas arrivé en se disant « je vais lire un article d'écran large, qu'est-ce qui se passe ?» Il est là, il fait « bon, qu'est-ce que c'est, oulala, il n'y a que du texte, il n'y a pas d'image, ouais, ouf, je regarderai ça plus tard. » Non, moi je veux qu'il arrive et qu'il se dise « tiens, il y a un chapeau, oh le chapeau est sympa, ou il y a les deux titres ont l'air bien, la photo est sympa, bah, je vais le lire. » Et c'est une vraie problématique pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Internet, en gros, il y a 2 écoles, soit vous essayez de rendre votre matière suffisamment attrayante pour qu'elle attire le lecteur, soit vous essayez de la simplifier et la rendre agressive pour qu'elle l'excite, ce qu'on appelle le buzz, et voilà, après à chacun de choisir ses armes. Moi c'est quelque chose qui m'angoisse pas mal parce que j'essaye au maximum et dans la mesure du possible de conserver le texte comme accroche centrale, parce que je ne pense pas que ce soit en se filmant, en parlant 5 minutes devant une caméra, qu'on puisse au mieux en tout cas ausculter une œuvre, tout seul dans une salle de bain. Je ne pense pas non plus que ce soit en ne faisant que relever des phrases de conférences de presse pour alimenter des polémiques virtuelles et éphémères sur Internet qu'on puisse encore une fois traiter de création. Donc il faut réussir à créer comme ça, on va dire, un microcosme qui soit accueillant pour le lecteur et pour le plus de lecteurs possible et qui les encourage à revenir et à se promener, qu'ils soient un peu chez eux. C'est la particularité peut-être voilà, d'Internet. Mais c'est aussi vrai pour les journaux, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous, que AL, c'est un journal d'images, avec des belles images, avec des photos de mode, avec des photos d'actrices. Et l'un de mes combats, ça a été de me battre pour que les pages livres, elles soient aussi belles que les autres. Alors au début, j'ai eu un grand combat avec les éditeurs qui m'envoyaient des photos d'auteurs. Alors je ne les choisis pas sur leur physique, heureusement, mais j'avais d'un vieux monsieur. Alors la photo était toujours la même, c'était sur un canapé qui se tenait la tête comme si la tête était très très lourde, et avec un arbre derrière. Un pot de alors à un moment j'ai dit mais quel est le rapport entre la végétation et le livre? Ou alors sinon ils étaient les malheureux, ils étaient au jardin des plantes, au milieu de palmiers. Alors je me disais peut-être c'est un livre qui se passe en Amazonie, pas du tout. Bon, et j'ai essayé d'expliquer qu'une belle photo, ça faisait que la lectrice qui lit le journal, eh ben, elle va s'arrêter aux pages. Le pire qui m'est arrivé, c'est dans le métro, qui m'arrive de prendre, c'est quand vous avez une lectrice qui a le L, et donc elle a le L, donc vous la regardez lire, puis elle lit comme ça, puis elle arrive aux pages livres, et puis elle fait touc, 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 touc. Et bon, donc j'essaye, je trouve que la qualité quand même et puis de faire un titre accrocheur et de faire un chapeau qui effectivement, on sait qu'il y a des gens qui lisent que les chapeaux. Je pense que... Et puis ça rejoint aussi l'idée que j'aime bien que les écrivains soient des superstars, exactement comme les acteurs, et que Houellebecq soit une superstar, c'est vachement important, que Jim Harrison il soit traité chez toi comme Cary Grant. Moi j'adore cette idée, et je trouve que ça aussi c'est quelque chose qui peut donner envie d'aller dans les librairies. Et j'adore les reportages que fait François. C'est la question, là, tous les deux, ce que vous avez pointé, en réalité, c'est la vraie question. C'est celle de l'audimat.
Parce que quand Simon, tu dis il faut donner envie, mais on est obligé de composer avec un titre, un chapeau, une accroche, etc. Quand tu nous dis, bah oui, il faut trouver des photos, etc. C'est vrai qu'on a toujours ce sempiternel problème. Comment faire pour que les gens viennent à ce que nous faisons, c'est-à-dire du journalisme littéraire ou culturel, dans un monde où, il y a de l'info absolument partout, qu'on ne distingue pas forcément de la publicité. Tout à fait. Ça, c'est un vrai problème. Et deux, dans un monde où on n'a plus forcément une idée très claire de ce qu'est le journalisme. C'est pas vraiment ce que c'est. Ça, en 5 ans, on va pas faire les vieux combattants, mais enfin, waouh! C'est marrant parce qu'il y a 8 ans, au moment où j'ai créé la Grande Librairie, c'était un moment de ma vie où j'avais une opportunité incroyable et que j'ai refusée, mais je la prendrai peut-être un jour. On m'a proposé de partir comme correspondant aux États-Unis. Alors j'ai fait un petit tour là-bas, je me suis dit formidable, banco, je m'installe à New York. 2 mois après, Carolis m'appelle en me disant on a besoin d'un... Voilà, est-ce que tu veux venir faire une émission littéraire? Donc j'ai choisi cette option-là. Mais je pense que si j'étais parti à l'époque et que je revenais aujourd'hui, en 8 ans, je ne reconnaîtrais pas du tout le paysage journalistique français. Bien sûr. C'est incroyable ce que ça a changé. Et ça changera sûrement d'ici les 10 années. Ah bah je vous le souhaite. Oui, ça changera aussi. C'est pas très grave, le changement c'est très bien. Ce qui est grave, c'est quand on n'est plus capable de l'accompagner. Et c'est normal que dans le changement, on soit tous un petit peu perturbés. Mais dans ce changement-là, il y a eu aussi une question que les journalistes n'ont pas envie de se poser et que les patrons de presse font tout pour évacuer, qui est à quoi ça sert de faire un article? À quoi ça sert pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Est-ce que vous vous posez cette question d'ailleurs? Non mais journaliste, très bien, mais pour faire quoi? Est-ce que c'est pour avoir votre nom, votre bobine quelque part? Je vous le déconseille parce que vous allez voir, ça devient une espèce de bûcher des vanités et vous allez être obligé de non seulement marcher sur les autres, ce qui est c'est un peu gênant, mais surtout vous marchez sur vous-même. Est-ce que c'est pour bien gagner votre vie? Je vous le déconseille totalement. C'est particulièrement aléatoire quand ça n'est pas très mal payé, franchement. Ça a eu payé, comme on dit. Est-ce que c'est pour avoir de l'influence? Oui, peut-être, mais l'influence en matière culturelle, est-ce que c'est de faire des articles ou est-ce que c'est de faire des livres, voilà, ou des films? Non, donc il va falloir se reposer de plus en plus la question. Et je trouve que la bonne question, c'est celle que vous avez employée au départ, c'est-à-dire la question de la prescription. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le journaliste n'est pas là pour donner des leçons de morale. Ce n'est pas un intellectuel, le journaliste, et ce n'est pas un artiste. C'est très important. Le journaliste qui pense qu'il est artiste, il faut tout de suite qu'il change de métier, mais immédiatement. Il faut qu'il se mette au boulot. Et à ce moment-là, il arrête de faire des papiers et des piges. Le journaliste qui pense être un intellectuel, il faut qu'il arrête immédiatement. Il faut qu'il aille en prison. Comme Régis Debray, pendant 4 ans, il en sort, tout à coup, tiens, ça y est, ça permet d'avoir une vision du monde Ou alors il va dans une autre prison qui s'appelle la fac, il y enseigne pendant 25 ans, encore une fois, des trucs hyper pointus, mais vachement importants. Et là, il est dans son rôle. Non, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait une chronique, une critique, un reportage, un portrait, une émission? C'est ça la vraie question et le vrai enjeu aujourd'hui. Je me permets juste de faire une remarque. Ce que vous venez de dire sur pourquoi être journaliste, est-ce que c'est pour être reconnu, est-ce que c'est pour être riche, est-ce que c'est pour être connu, c'est tout à fait ce que... Je plaisantais, évidemment. Parce que moi, par exemple, je suis riche, reconnue, et il n'y a pas de problème. C'est ça, mais comment t'as fait, toi? C'est tout à fait ce que pourrait dire c'est selon moi un discours d'éditeur. On fait peut-être, j'espère pas, comme vous, ce métier d'éditeur pour être reconnu mondialement, pour qu'on connaisse nos visages, nos voix, pour gagner de l'argent. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui on parle de la prescription littéraire, donc du côté plutôt du journalisme, mais le discours que vous avez peut s'appliquer à l'autre côté, aussi, qui est de la tout à fait. prescription. Oui. Parce qu'il est question de transmission. Voilà. Ouais, voilà. Mais c'est le mot, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais il est là, la transmission. L'éditeur est aussi dans cette logique-là, c'est-à-dire que alors c'est encore autre chose, mais c'est plus un homme ou une femme de l'ombre qui accompagne un auteur, qui accompagne un texte et qui a envie d'y rester et qui, pour des raisons qui lui appartiennent, s'y sent mieux. Et on peut être d'ailleurs des grands hommes de l'ombre. On parlait tout à l'heure de Jean-Marc Roberts. Roberts a été alors lui, il était aussi un peu écrivain, il avait même eu un prix Renaudot.
mais c'était fait partie de ces... On peut être un homme de l'ombre tout en ayant une certaine grandeur. Moi, j'ai une question sur la légitimité, justement, on en parlait un petit peu, la responsabilité du journaliste culturel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors déjà, j'aimerais bien savoir la bonne temporalité, en fait. C'est-à-dire à quel moment est-ce que... Enfin, il faut un temps, j'imagine, de digestion. Donc, quel est le bon moment, en fait, pour justement faire une analyse un petit peu d'un livre ou d'un film? Et ma deuxième question derrière ça, c'est est-ce que, justement, vous avez déjà regretté, du coup, une analyse que vous avez faite, pourquoi vous l'avez regrettée et comment vous vous êtes rattrapé, si vous avez pu. Voilà, on peut commencer par Olivia peut-être. Allez. La plus méchant. La légitimité qu'on a à critiquer un livre, je trouve qu'elle vient avec le temps. C'est un des seuls avantages, j'en vois pas beaucoup d'autres, de vieillir. Et en tous les cas, de nouer, je trouve, un lien avec des gens qui vous lisent, ou des gens qui vous regardent, ou des gens qui vous écoutent. Parce que les gens apprennent à connaître vos goûts, et du coup, plus le temps passe, plus ils vous suivent. Donc je trouve que c'est d'ailleurs la critique, c'est un média qui est assez lent et assez long, parce que vous devez, par vos articles, par vos interventions, comme ça, au travers des mois, expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous aimez, et à partir de là, je trouve, les gens commencent à vous suivre, et la prescription, elle vient avec le temps, elle ne vient pas tout de suite, elle vient, je trouve, et elle se renforce avec les années. Après, le temps de la digestion, le temps du journalisme, moi j'ai une vie, tout va très très vite, hein, parce que j'ai 2 critiques par semaine à la télé, j'en ai une à elle, et j'ai le masque, mettons, toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours en période de rentrée littéraire. Donc je mentirais si je vous disais que je reste des heures à me dire oh là là, ça, est-ce que c'est vraiment bien, à faire des analyses pendant des heures, parce que je n'en ai pas le temps. Donc après, le métier et l'expérience vous permet de voir les choses peut-être un peu plus vite avec les années. Je ne lis pas tous les livres qui sortent, moi j'en reçois une 50aine par jour. Hein. Donc je fais des piles, je trie ceux que je lirai jamais, comment élever son chien, ce que je lirai peut-être, ce que je lirai sûrement. Après, j'ai un principe, j'ai un principe totalement arbitraire, hein, c'est que je vais toujours jusqu'à la page 66 d'un livre. Ah bon? Ouais, toujours. Pourquoi 66? Parce que 66, le chiffre du diable, parce que surtout, je ne connais la route 66, c'est un chiffre que j'aime bien, et parce que je ne connais aucun livre qui est nul jusqu'à la page 66 et qui devient génial page 67. Oui, ça c'est sûr. Donc je pars du principe que quand c'est mauvais sur 65 pages, voilà, c'est rarement c'est bon à la même, 66. voilà, il y a quand même peut-être sur 66 minutes, j'en parle même pas pour le film. Oula oui, non. Donc si vraiment page 66 c'est pas possible, j'arrête. Après, je vais toujours jusqu'au bout des livres. Et puis après, pour Le Masque et la Plume, je suis obligée d'aller jusqu'au bout de livres où vraiment je me serais arrêtée, même page 16. Alors, est-ce que je regrette? J'ai eu un jour un mot horrible. Je crois que c'est la seule fois où j'ai été franchement très très méchante. Mais c'était avec un auteur vraiment... Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je suis pour rien. Non, que je ne vais pas nommer parce que ça serait lui redonner un autre coup de pied. Non, mais il avait fait un truc qui n'était pas très élégant. C'est qu'il savait qu'il y aurait une critique un peu mitigée dans le journal Elle, qui n'était pas signée de moi d'ailleurs, mais qui était signée d'une de mes collaboratrices. Et il avait demandé à la maison d'édition pour laquelle il publiait, il avait dit, mais vous êtes annonceur, c'est-à-dire vous faites de la pub dans le journal Elle. Donc le patron avait dit, bah oui. Et il avait dit, bah écoutez, dans ce cas-là, il y a sûrement moyen d'empêcher la parution de cette critique. Et Dieu soit loué, le patron d'édition, qui est un homme extrêmement respectable, avait dit, bah non, ça ne marche pas comme ça. Si les journalistes n'aiment pas les livres, ils ont le droit de l'écrire, et voilà. Donc, voilà. Et le livre étant très mauvais, cette petite anecdote étant venue à mes oreilles, j'avais dit, c'est un auteur qui a un petit talent et un grand carnet d'adresses. Pas si grand que ça d'ailleurs, puisque ça n'avait pas suffi. Bon, alors après, il a été vraiment très très fâché. C'est pas il a dit, très méchant ça. oh,
Ouais, non, c'était pas très... Voilà. Après, le reste, parfois, oui, on peut aussi, dans l'entrain du masque et la plume, dire des trucs qui parfois dépassent un tout petit peu votre pensée. Mais bon, non, j'ai pas le souvenir d'avoir fait vraiment d'avoir eu des mots horribles ou de m'être complètement trompée. Mathias Hénard, un jour, j'avais pas aimé un de ses livres, pas le Goncourt, mais celui d'avant, j'avais dit « il y a trop d'éléphants ». C'était un peu bête comme phrase, mais c'était dans un contexte. Et alors, je l'avais rencontré juste après, et il m'avait dit « promis, je suis en train de faire un livre sans aucun éléphant ». Bon, j'avais trouvé que c'était assez fair play de sa part. Mais j'ai pas de très grands regrets. Sûrement, je devrais. Le contraire, peut-être, des livres que vous avez encensés, et finalement, après quelques... Que je relirais aujourd'hui. Parfois, j'ai dû me laisser porter à trop d'enthousiasme, mais finalement, je trouve que trop d'enthousiasme, tant pis, c'est pas grave. Simon, ouais. Alors pour ce qui est de la légitimité, si bien sûr évidemment l'expérience en apporte, et très logiquement, je pense qu'elle vient avant tout de la position dans laquelle se trouve le journaliste ou le critique. C'est-à-dire que moi je n'envisage jamais mon travail, même quand je vais dire du mal d'un film, comme quelqu'un qui doit délivrer une sanction. Dire allez-y, n'y allez pas, c'est bon, c'est mauvais. Je propose une grille de lecture et j'essaye, je fais des efforts pour essayer d'être honnête intellectuellement. C'est-à-dire que j'ai la prétention qu'un lecteur qui me suivrait, par exemple, pourrait se dire en lisant un avis négatif que j'aimais, ah mais non, moi ça va me plaire. S'il pose ces arguments-là, si par exemple moi j'ai un énorme problème avec ce que j'appellerais le naturalisme de pacotille. En gros, la loi du marché, on va faire gris pour faire gris, puis on va y aller, puis on va creuser, comme ça on va bien dire que c'est pas bien. C'est dur la vie. C'est une posture de cinéma qui me dérange. Mais je ne vais pas dire que le film est raté. Je vais dire que je trouve cette posture problématique et qu'elle n'est pas, que cette tentative de rattraper, de faire la course au réel ne me semble pas pertinente. Quelqu'un qui s'intéresse à ça saura que ça va lui plaire. C'est en cela qu'il me semble qu'il y a aussi une forme de légitimité, c'est-à-dire ne pas se prendre pour un juge de paix, mais pour quelqu'un qui propose une grille de lecture et qui peut aider d'autres avis à se forger ou voilà, ouvrir des pistes. Je crois que c'est très très important et moi je le dis en tout cas pour Internet. Sur Internet, c'est un des grands problèmes de médias qui peuvent se construire très vite, très rapidement, sans vouloir faire non plus de généralité, dire les blogs c'est affreux, mais qu'on peut être tenté tout d'un coup d'être dans la subjectivité, d'être un peu dans l'hubris des fois, et c'est quelque chose qu'il faut éviter. La légitimité, elle vient de la position justement et du rapport qu'on entretient aux œuvres. C'est-à-dire qu'on est là pour les accompagner même si on n'est pas d'accord avec elles. Alors il y a des exceptions, par exemple le dernier Sean Penn qui était présenté à Cannes, on peut écrire dessus avec un jerrycan et un briquet, c'est pas grave. Mais c'est très très rare. D'ailleurs, les critiques ne s'en sont pas privées. Oui, mais là c'était un épiphénomène, c'est-à-dire qu'on a tous été, on s'est dit bon, a priori on est sous et on est encore à la soirée. On n'est pas vraiment dans le théâtre lumière, c'est pas possible. Bref, mais non, alors après... à partir du moment où on est dans cette position-là, on peut se dire j'ai peut-être eu la dent dure, mais comme on ne s'est pas mis en situation de dire c'est ignoble, c'est nul ou c'est moralement insupportable, avoir la dent trop dure ou trop molle n'est en fait finalement pas forcément très grave. Et alors aussi, moi ça m'est arrivé une seule fois vraiment, à Cannes aussi, où j'ai réalisé que j'avais été très très dur avec un film, parce que c'est un film qui charriait j'étais tout jeune critique, qui charriait on va dire des codes esthétiques qui me passionne et j'aurais adoré faire ce film et j'ai eu une réaction d'ego d'adolescent mal placé. Pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait ? Pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait ? Et alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est que le film a été remonté entre sa présentation cannoise et sa sortie, donc j'ai pu dire il a été remonté, je vais le réévaluer. Je fais, c'est pas si mal. Mais oui voilà, mais ça veut dire c'est un péché de jeunesse. Mais à partir du moment où on n'est pas dans la position du terreur couché, les erreurs ne peuvent être commises que de bonne foi et ne sont pas là pour attaquer une œuvre, je crois. Et vous, François, vous avez eu aussi un péché de jeunesse J'en ai eu beaucoup, mais je ne vous les confesserai pas. Non, je suis un peu comme Olivia, c'est-à-dire que, enfin, encore moins dur. Je ne crois pas avoir de grosses sottises ou méchancetés à me faire pardonner. En tout cas, pas que je regrette. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais de ces éditeurs ou de ces auteurs qui voudraient faire annuler les campagnes de pub. Moi, j'avais eu l'exemple avec Lire, parce que j'ai dirigé ce journal pendant 12 ans. Et Lire, c'est un journal un peu particulier, parce que c'est un journal qui est entièrement dédié aux livres. C'est 100 pages tous les mois, etc. Et
quand j'étais arrivé à la direction du journal, je m'étais dit, j'avais dit à Denis Jambard, qui était le patron, qui a été un immense patron de presse. Denis Jambard a été un des très grands patrons de presse des années 90-2000. Il était patron du Point, il était patron de l'Express. C'est lui qui m'avait proposé de prendre la direction de Lire. Et je lui avais dit, il faudrait qu'on réussisse à faire, comme de toute façon il y a très peu de pubs, d'éditeurs, essayons de faire un modèle dans lequel il n'y ait pas du tout de pub. Bon, on avait essayé. Et puis un jour, il y avait quand même un tout petit peu de publicité, de 2 maisons d'édition du groupe Lagardère. Et puis un jour, bon, là, on reçoit les épreuves d'un livre qu'on nous vend depuis le mois de juin comme étant le livre qui va vitrifier la rentrée littéraire tellement c'est génial, mais que personne n'a le droit de lire. Ça s'appelle de la communication d'éditeur, ça. C'est absolument génial. On vous dit le 15 mai que ça va être génial, on ne peut pas passer à côté, sinon on est vraiment un sous-produit des médias. Mais par contre, vous ne pouvez pas le lire, mais vous avez le droit d'en dire du bien. D'ailleurs, ce serait même assez bien que vous puissiez dire à quel point ça va être formidable. Le tout emballé comme un paquet de lessive, avec un journal autorisé et aux ordres qui fait, dès le 15 juin, le grand truc et tout. Et du coup, pour Rire, j'avais avancé la sortie, parce que Lire sortait, c'est très embêtant pour les rentrées littéraires, on sortait le 28 août. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pour rigoler, on va avancer tout ça et sortir le 12 août. Et puis on avait trouvé sur un banc, dans Paris, comme par hasard, le même que celui du Figaro, parce qu'il se trouve que le chroniqueur du Figaro avait publié son papier le jour où on a sorti, nous, la une, et on avait rebaptisé le nom du livre « La possibilité du nul ». Bon, et alors ça n'avait pas du tout plu ni à l'auteur ni à l'éditeur, et l'éditeur m'a téléphoné le lendemain en me disant « Bon, François, c'est bien, très bien, lire c'est combien déjà ? 60 000 exemplaires de votre connerie qui circule comme ça dans tout Paris avec la une du bouquin que j'essaye de vendre depuis 3 mois. Bravo François, c'est bien, joli coup. Ah, dites-moi, la campagne de pub qu'on a signée en début d'année pour 2 ans, évidemment je l'annule. Au revoir François. Et le mec a annulé effectivement la campagne de pub. Heureusement, j'avais Denis Jambard comme patron, grand patron du groupe, qui m'a dit ce serait sympa que tu recommences pas tout de suite, mais c'est pas grave, tant pis, et on continue. Mais ça aurait pu couler le journal. Enfin, couler, non, mais gravement endommager les choses. Donc ça, c'est vrai que c'était méchant, la possibilité du nul, parce que le livre n'était pas que nul, il était aussi grotesque. Mais finalement, compte tenu de ce qui s'est passé après, j'ai pas de regret. Ouais. Tu vois ce que je veux dire voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a quand même, la question du regret sur les critiques est quand même aussi très liée, tu l'as un petit peu dit, mais j'enfonce le clou sans que ce soit dérisoire, à un jeu qui peut parfois aller très très loin avec certains éditeurs qui peuvent se montrer menaçants. Je me souviens du même Jean-Marc Roberts disant je casserai personnellement la gueule à tous ceux qui n'aimeront pas ce livre. Voilà, et c'était le livre de Christine Angot. C'était embêtant parce qu'on était quand même assez nombreux à ne pas être totalement enthousiastes, donc à faire la queue devant chez Roberts, qui finalement était très civil. Mais parce que après, il peut y avoir comme ça des intimidations. Oui, ou même un peu de fight club. Mais ce que je dis toujours, c'est que la route est longue. Moi, j'ai eu une expérience comme ça. Et en plus, je venais d'arriver, donc j'étais chef de service livre depuis 6 mois. Et je dis du mal d'un livre publié chez Fayard par Claude Durand, qui était un grand éditeur d'ailleurs. Bon, et le livre était vraiment, je maintiens ce que je disais, parce que je me souviens, il y avait 40 pages sur le Tour de France, c'était une biographie d'un auteur français, et au bout de 40 pages, il y avait cette phrase sublime en disant « Si le Tour de France avait été inventé déjà, voilà ce que l'auteur aurait vu de sa fenêtre. » Et je me disais « Bon Dieu, pourquoi 40 pages de Tour de France ?» Bon. Donc je démolis un peu le livre. Le lundi matin, ou le mardi matin, parce que c'est le dimanche, je reçois un courrier de Claude Durand avec copie à la directrice du L, à l'époque Valérie Toragnan, et au directeur de tout Lagardère. Donc, chère madame, vous avez traité les livres plus bas que terre, donc dorénavant, je ne ferai plus de publicité chez vous, et d'ailleurs, je ne vous enverrai plus aucun livre de chez Fayard. Bien à vous, Claude Durand. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je pleure d'abord, et puis je me dis, c'est pas une solution. Et je me dis, il faut que je sois aussi forte que lui. Donc je lui réponds, avec copie à Valérie Toragnan, Lizzie Macchio à l'époque. Cher monsieur, je ne savais pas que nous étions dans une république bananière et que nous n'avions pas le droit de lire un livre et d'en dire du mal. Je suis désolée que ma critique vous ait déplu, et si vous avez tout à fait le droit de ne pas m'envoyer vos livres, mais sachez que je ne pourrai donc plus en parler.
Bien à vous, Olivier dans ma tête. Donc là, ça a duré 48 heures. Coup de téléphone, bonjour, je suis la secrétaire de M. Durand qui souhaiterait vous inviter à déjeuner. Bon, alors là, j'en menais pas large toujours. Il m'a invité dans un très bon restaurant, comme ça se faisait dans les années glorieuses de l'édition et du journalisme. Ça aussi, c'est fini. Ça, c'est fini. Janvier, c'est terminé. Maintenant, on va au McDo. Voilà. Je me souviens, j'avais mis des talons très très hauts parce que je savais qu'il n'était pas très grand pour être plus grande que lui. Oui, c'est vrai. Voilà, je suis arrivée, j'étais très grande, bon. Et alors, il n'a rien Pas mal, dit. ça. Et il a parlé de rien du tout. Et il y avait à l'époque, il y avait un livre déjà d'Hillary Clinton qui publiait. Et en fait, il avait assez besoin du L. Parce que le L, quand vous sortez, c'était pas les mémoires, mais un récit d'Hillary Clinton, il faut vous adresser aux lectrices de L. Donc il me dit, bon ben voilà, j'ai des mémoires qui arrivent. Et à l'époque, on sortait le lundi. Et le livre sort un lundi, donc je vous ai choisi parce que je trouvais que c'était bien. Le livre sort un lundi, vous sortez un lundi, ça marche bien. Alors là, je me dis, il ne faut pas que tu te dégonfles. Donc je dis, mais je crois que Voici sort aussi le lundi, donc peut-être vous pourriez vous adresser à Voici. Alors là, j'ai dit, écoutez, cher Claude, dites-moi que vous pensez que le L est un bon support pour Hillary Clinton et je serais ravie de faire les bonnes feuilles. Et sur ce, il a commandé du champagne et après, on s'est très très bien entendu. Et il m'a laissé dire du mal des livres. Bon, je pense qu'il y avait une espèce de tentative d'intimidation. Mais je trouve que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui et que... Oui. Et puis, la route est longue, c'est-à-dire que vous pouvez dire du mal d'un livre, l'éditeur, il n'est pas content, et il a raison de ne pas être content, parce qu'il défend ce qu'il publie, mais puis après, il publie un autre livre que vous adorez, que vous défendez, que vous faites vendre, donc c'est un peu la vie de nos métiers. Hein. Alors, je vais aborder quelque chose qui est peut-être plus spécifique au cinéma, mais qui en est le pendant, et qui s'est développé de façon exponentielle ces 3-4 dernières années, actuellement de plus en plus, parce que certains distributeurs ou certains attachés de presse cinéma pensent qu'ils peuvent en partie, voire totalement, se passer d'une certaine forme de journalisme ou de critique, tendent à ne pas montrer les films. Ah oui. Ce sont en général pour des films avec des gros enjeux commerciaux. Hein, c'est pas Il y a la même chose dans le livre, hein. Il y a de temps en temps la même chose. Oui, on ne peut pas les lire. Ouais. Oui, ah d'accord, Ouais, j'avais il y a l'impression encore que un peu c'était ça. moins. Ah, Non, je dis un petit peu, des ouais. bêtises. Alors nous, par contre, ça s'est développé de façon extrêmement forte. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'est d'ailleurs pas toujours lié à la qualité. C'est pas uniquement d'énormes blockbusters intordables. Hein. Par exemple, Inherent Vice, qui est un excellent film de Paul Thomas Anderson, nous a été montré la veille de sa sortie. C'est emmerdant parce qu'Inherent Vice, on peut avoir besoin d'en parler, on peut avoir besoin de le maturer un petit peu plus de 24 heures. Et donc ce sont des situations qui sont très complexes, qui nous amènent à dire, voilà, mais d'un côté stimulante, c'est-à-dire comment puis-je parler de ce film et traiter cette œuvre sans l'avoir consulté. Et donc est-ce que je dois parler de son auteur, est-ce que je dois parler de ce qu'on en attend. Ça nous met dans une situation très compliquée et ça nous oblige, nous, journalistes aussi, à réfléchir d'une façon un peu corporatiste. Parce que moi, il m'arrive par exemple qu'on me contacte et qu'on me dise, bon écoute, on va pas le montrer à la presse, mais on va faire une projo pour les gens à qui on pense que ça va plaire. Et c'est déjà commencé à dire, mais ça va te plaire. Bien sûr, je te dis rien, mais ça va te plaire. Tu penses que ça va te plaire? Et ce sont des trucs très compliqués parce qu'à ce moment-là, moi je suis devant une problématique toute simple, c'est et donc vous prenez un média web, un média radio, un média papier, donc je serai le seul sur le web à pouvoir en parler. C'est vachement d'audience, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et donc c'est très compliqué, mais maintenant ça exige de nous, journalistes culturels, de commencer aussi un petit peu à réfléchir collectivement et pour défendre notre profession et justement défendre ce qui est du journalisme et pas de la promotion déguisée. Oui, et parfois aussi dire non. Voilà, c'est ça que je pense. Moi, ça c'est un très bon exemple, tu as raison. Moi, je me souviens qu'il y a encore pas très longtemps, pendant 3 ans, ce que la gentillesse de rappeler tout à l'heure, j'ai animé une émission quotidienne sur France Inter, qui c'était formidable, parce que c'est un truc où on m'avait dit, bon, viens et fais ce que tu veux. Voilà, faut pas me le dire 2 fois. Donc j'avais 1 heure et je faisais vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire que je prenais aussi bien des écrivains que Martin Scorsese ou Steven Spielberg ou Robert De Niro, etc. Et la seule chose c'était 1 heure d'entretien à 2. Et la seule chose vraiment sur laquelle on devait batailler, c'était ça. C'est-à-dire que de temps en temps, on vous disait, ok, très bien, alors vous pouvez avoir un tel, mais on vous montre pas le film. Et arrive le moment où il faut pouvoir dire non. Alors c'est sûr qu'avec la force de frappe d'Inter, quand on dit non, ils réfléchissent à 2 fois. Alors la première fois, on se fait envoyer paître. La deuxième fois, on se fait envoyer baigner. Et la troisième fois, ils se disent, bon, alors France Inter quand même, merde, il y a 1 million d'auditeurs. Ils emmerdent celui-là. Bon, allez, on va lui montrer, ou on fait un DVD. Mais si tout le monde fait ça, et je me souviens qu'en fait, je crois que c'était en 2013,
ou 2012, à un moment, on s'est retrouvé face à un distributeur 3 semaines avant Cannes avec ce même problème. Et Jean-Luc Hess, il faut citer les noms des gens qui font des choses bien. Jean-Luc Hess, qui a été un des plus grands journalistes radio aussi, il y a eu beaucoup de grands, mais Hess, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Synergie quand vous étiez môme, parce que c'était la plus grande émission, je trouve, avec Le Masque et la Plume, mais Synergie, c'était génial. Et Jean-Luc Hess est devenu un jour président de Radio France. On l'appelait le shérif parce qu'il était complètement nonchalant. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, pour 3 ans à venir? T'as pas envie de venir faire une émission? J'ai bien. Voilà. Et un jour, on a débarqué dans son bureau avec Patrick Cohen, Pascal Clark, Vincent Josse, en disant, écoute, voilà, on a un énorme problème avec 3 distributeurs. Et S a décroché son téléphone, en disant, voilà, président de Radio France, maintenant, soit vous arrêtez, soit on ne parlera plus du tout pendant les 3 mois qui viennent. Un peu emmerdant, parce que dans 2 semaines, il y a Cannes, ensuite il y a ceci, ensuite ça. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, c'est aussi notre responsabilité, enfin, ça devrait être la responsabilité des journalistes, des patrons de journalistes, etc., de faire front et de dire, bah non, on n'accepte pas le cirque. Donc, soit on peut voir et travailler en toute liberté, soit on ne travaille pas du tout avec vous. Et de se rappeler que nous sommes toujours collectivement un 4e pouvoir, et que ça n'est pas parce que le journalisme, on va dire, notamment grâce ou à cause d'Internet, je ne sais pas, pour une part, un petit peu changé de forme, ou parce qu'économiquement, il ne fonctionne plus de la même manière qu'auparavant, qu'en gros, il se restructure, ça n'est pas pour autant que nous ne sommes pas un 4e pouvoir. Mais nous ne pouvons l'être que collectivement. Tu crois qu'on est encore un 4e pouvoir? Mais ça ne tient qu'à nous. Et puis c'est la reconnaissance de ce pouvoir, d'empêcher de voir les Visiteurs 3 ou je sais Voilà, pas quoi. mais ça tient qu'à nous. Moi, quand un Oui, exemple, c'est C'est la reconnaissance d'un pouvoir de. C'est vrai que les Visiteurs 3, ils nous ont rendu service sur ce coup-là. oui, voilà, mais là, On a envie de passer 2 heures avec les Visiteurs 3. Mais il m'est arrivé en arrivant en projection, alors il arrive très régulièrement de signer des embargos, ce qui est encore un autre sujet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je regarde l'embargo, puis on me dit, ah oui, je m'engage à en parler positivement. C'était la vérité si je m'en 3. Ouais. Mais non. Ça a été fait une fois, mais là ça a gueulé. Et là, effectivement, on s'est appelé, on a tous gueulé, on s'est retrouvés sur Radio France à être 5-6 journalistes, à dire, bah, écoutez, voilà ce qu'on nous a proposé de signer, puis voilà pourquoi on n'en parlera pas du coup, parce qu'on n'est pas rentré dans la salle. C'est encore autre chose. Oui, mais ce sont des choses qui commencent à arriver, qui, pour ce qui est du cinéma, viennent directement des États-Unis, où les studios américains disent, écoutez, nous on le fait chez nous, pourquoi vous le faites pas? Enfin, ça marche très bien. Et où il est très important justement que nous ne pensions pas collectivement ou par médias, mais que nous pensions collectivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'un d'entre nous accepte un deal comme ça, ou se dit, ouais mais là pour ce coup-là quand même, pour moi ça m'arrange, ou ah j'en aurais bien besoin. On fait un peu de mal à cette profession, on la décrédibilise, et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles moi mes lecteurs adolescents sur internet me disent, ouais mais les critiques de toute façon. Alors c'est intéressant parce que, enfin pardon, mais il y a peut-être d'autres sujets, mais je trouve que de ce que tu viens de dire, ça induit quelque chose que je trouve assez passionnant dans la reconfiguration du métier de journaliste. Parce qu'en gros, le vrai problème qu'ont les éditeurs de contenu, que ce soit de livres ou de films, c'est comment parler bien tout de suite de mon film ou de mon livre. Bien sûr. Et nous, on tombe dans le panneau. Et oui. Et le journaliste se fait piéger. Alors il se fait piéger au nom de son métier, dans le journalisme, il y a jour, pas l'oublier. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer franchement l'intérêt de parler du film qui sort mercredi, le mardi? Ou mieux encore, pardon Olivia pour elle, et pardon pour moi pour l'Express, puisque je m'en suis occupé aussi pendant une dizaine d'années. Pour quelles raisons faisons-nous des unes sur le prochain bouquin d'un tel ou d'une telle 3 semaines avant sa sortie? Rien que pour emmerder l'autre, en réalité. C'est-à-dire que c'est pour... Nous, c'était comme ça. À l'Express, c'était pour emmerder l'Obs ou le Point. Mince, on sait que le nouveau Salman Rushdie est dans le Point dans 15 jours. T'inquiète. Je m'en vais te fignoler une petite critique aux petits oignons qui sortira 10 jours plus tôt, avec une couverture, etc. C'est absurde. C'est une course à l'échalote. Et le vrai problème est là. C'est-à-dire que celui qui a réussi, c'est l'éditeur. On parle, on veut parler. Mais est-ce que c'est du journalisme, vouloir parler? Qu'est-ce que vous voulez faire? Être le premier à faire une critique ou donner votre opinion sur un nouveau film? Ou sur un nouveau livre? Tout le monde peut le faire. Absolument tout le monde. Et avec la même légitimité, parce qu'aujourd'hui, Internet nous dit que tout le monde est légitime. Non, il y a une chose qu'on peut peut-être faire nous, c'est en parler 3 semaines, 4 semaines après, en ayant eu le temps, je ne sais pas moi, d'enquêter. Par exemple, on pourrait vous raconter comment ce film a été créé, fait, avec une interview exclusive des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, etc., etc. Ou on pourrait, sur tel bouquin, aller vous faire un portrait en profondeur, à l'autre bout du monde, de l'auteur dont on nous dit qu'il est le nouveau génie. Japonais, chinois, américain, etc. Ça, c'est quelque chose que personne sur Internet ne peut faire, et c'est quelque chose que vous devrez faire. Et le journalisme d'aujourd'hui, pour ne pas parler de celui de demain,
Ce sera ça. La plus-value n'est pas de donner votre opinion. D'abord, 1, tout le monde s'en fout. 2, tout le monde peut le faire. Par contre, il y a une chose que vous pourrez faire, que personne ne pourra faire. C'est aller au bout du monde, raconter et rapporter ce que vous avez vu. Ça, c'est de plus en plus intéressant. Et ça permet de sortir de ce que tu décrivais, et qui est effectivement le vrai problème. Et oui, c'est la menace constante. Mais décalons-nous un tout petit peu, acceptons de ne pas être non plus les premiers à en parler. Non, c'est pas bien grave. On n'est pas les premiers à parler. Moi, j'ai pas été le premier à faire Jim Harrison en long à la télévision. Sauf qu'on a été les premiers à faire 1 heure sur lui. Et les seuls. Et que cette heure-là, aujourd'hui, elle tourne. Et que c'est ça qui raconte qui est ce bonhomme. Et on se sort, décalons-nous aussi, acceptons de nous décaler de cette espèce d'urgence perpétuelle. Le journalisme, c'est pas non plus la dictature de l'urgence, c'est pas être les valets de l'urgence. C'est savoir dire, ce tempo-là n'est pas nécessairement le bon. Oui, retrouver le temps long, en réalité. Ouais. C'est comme ça que vous arrivez à justement, vous disiez, à préserver en fait votre intégrité de prescripteur et pas devenir un valet d'un producteur, d'une maison d'édition, et d'être acheté au final. C'est indispensable. Par exemple, nous, ça fait maintenant quelques années que, évidemment, comme plein d'autres médias cinéma, on couvre Cannes. Pour nous, c'est un vrai piège, Cannes. J'ai un piège d'intégrité de nous, journalistes cinéma, sur Internet. Parce que Je croyais que c'était pour les soirées, moi. Oui. Et donc, bref, il se trouve qu'on voit donc 4-5 films par jour. Nous, on est sur le web, donc on ne publie pas, on n'a pas une échéance mensuelle, hebdomadaire, donc on va écrire dans les 24 heures, en gros. Et moi, j'étais très embêté quand je suis arrivé rédacteur en chef, parce qu'on écrivait des critiques très vite. Alors, de temps en temps, on tapait juste, de temps en temps, on tapait complètement à côté, et de temps en temps, on écrivait tellement dans l'urgence que quand bien même l'avis n'était pas illégitime, ça n'avait pas mûri. Nous, ce qu'on fait maintenant pendant Cannes, c'est qu'on fait des trucs qui sont des avis à chaud, qui sont présentés comme tels, qui ne sont pas les critiques. Et on va publier les critiques au moment, un peu en amont de la sortie des films, mais en tout cas, dans un temps où il y aura eu de la réflexion. Et si on peut le revoir en projection de presse, on ira le faire. C'est-à-dire qu'à Cannes, on propose aux lecteurs, embarquez avec nous, on y va à fond, mais voilà, on vous le dit, et on assume totalement le fait que là, on va être dans quelque chose de très urgent, mais qui doit être présenté comme tel. Et moi, je suis toujours très agacé de l'hystérie cannoise. Et on essaie toujours de dire à nos lecteurs, oulala, nous on n'a pas du tout la prétention d'avoir raison, venez avec nous, on y va à fond, on va voir plein de films, et on dit ce qu'on en pense en sortant, et si on peut même faire un papier avec des avis des 2-3 journalistes qui l'ont vu, voilà, et on essaie surtout pas de trouver la sentence définitive. Moi il y a des films que j'ai vus à Cannes cette année, que j'ai trouvé intordables, sur lesquels je n'ai pas écrit, parce que je suis à peu près convaincu qu'avec la quantité de liquide non aqueux que j'avais dans le sang, et de fatigue, et de nombre de films vus, mon avis n'est pas d'une pertinence remarquable. Différentes solutions à la prescription de demain qu'on va passer au débat. Il y a une chose que je voudrais dire juste, parce que qui me semble importante. Nous, notre hystérie, c'est la rentrée littéraire. C'est notre petit festival de Cannes à nous. Donc on a 650 livres qui arrivent. Et c'est vrai que depuis que je suis journaliste littéraire, il y a toujours à un moment une question qui revient sur nous qui sommes achetés par les éditeurs, les valets des éditeurs et tout. Alors d'abord, je ne sais pas si toi, on t'a déjà proposé de t'acheter, mais moi, je dois être assez importante parce que moi, on m'a jamais proposé de l'argent, quelque chose, rien pour vanter les mérites d'un livre. Et après, ce que j'essaye toujours de faire comprendre aux gens, c'est que les éditeurs et les journalistes, on a quand même en gros le même but, qui est d'essayer de faire découvrir des bons livres. Que l'éditeur, alors ça c'est une chose que j'ai mis assez longtemps à comprendre, ne publie pas que des bons livres. Alors moi je me disais, pourquoi il publie des mauvais livres? Mais pourquoi ça? Mais en fait, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que vous êtes Monsieur Grasset, Monsieur Gallimard, Monsieur Roberts. Si vous êtes un bon éditeur, surtout dans des grosses maisons, mais c'est valable aussi dans des maisons plus petites, vous menez une politique d'auteur, c'est-à-dire que vous avez un auteur, vous croyez en lui, il publie un très bon premier roman, un très bon deuxième roman, et puis le troisième, peut-être, je ne sais pas, il a eu un souci personnel, ou il est parti sur un sujet qui finalement ne lui convenait pas, il est un peu moins bien, voire il est franchement raté. La grandeur de l'éditeur, c'est sûrement d'essayer de le faire travailler pour améliorer son texte au maximum, mais au bout d'un moment, de publier le livre imparfait. Donc l'éditeur, il sait qu'il a des livres plus ou moins bien. Donc quand vous les rencontrez au mois de juin et qu'ils vous exposent leur rentrée littéraire, il a tout intérêt à vous orienter vers
les livres qu'il pense les mieux. Et puis après, les années passant, il vous connaît un peu à vous aiguiller vers les livres dont il pense que vous allez les aimer. Hein. Donc, après, vous avez tout à fait le droit de dire, dis donc, le livre que tu m'as fait lire, vraiment, j'ai poussé des cris d'ennui. Et les bons éditeurs, ils l'acceptent tout à fait. Vous n'avez jamais de problème avec ça. Vous pouvez dire à un bon éditeur, ah bon, t'es pas d'accord, toi? Ouais, non, je suis pas très... Ah bah, je trouve que la majorité des éditeurs, sauf ceux qui sont de très mauvaise humeur ou de très mauvaise composition. Non, mais moi, je tombe que sur des titres qui me disent, tu vas voir, c'est absolument génial, ça. Et en fait, non. Non, mais moi je trouve qu'ils sont assez honnêtes quand même, Ah bon? parce que la première fois qu'ils te disent Non, ça c'est absolument génial, Mais tu dois avoir des... et toi tu Ouais. trouves que c'est pas bien, la troisième fois où ils disent c'est absolument génial, moi avec mon mauvais caractère je les lis pas. Ouais, c'est ça. Donc, Alors moi, avec mon caractère de cochon, je leur dis, je ne plus vous voir. Donc, je les vois pas. non mais toi t'es pire que Ouais. moi. Mais Mais alors, là, je suis pas tout à tu fait vois, d'accord une avec toi. En revanche. honnêteté de part et d'autre fait que finalement Ouais. on travaille quand même assez ensemble dans de bonnes conditions je trouve. Je crois pas Non. quand même que les... oui. Enfin, moi, moins je les vois, mieux je me porte, hein, quand même. C'est vrai que, en fait, non, mais tu as raison. D'abord, il y a des gens très bien, mais souvent, il y a, et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir, une volonté à tout prix, une nécessité économique, c'est eux qui fait que par un jeu qui... Je ne veux pas dire que c'est du cynisme à tout craindre, mais enfin, très souvent, tout est génial hein, chez eux. Mais cela dit, Ouais. je pense que sur le fond, Ouais. enfin, là, c'est le seul point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'éditeur et le journaliste n'ont pas le même métier et n'ont pas le même but. Non, non, Ne suivent pas le même but. On n'a pas le même métier. L'édition, c'est quand même une industrie. Ben, les journaux aussi. Hein. Bah non, le journaliste, le journal, aujourd'hui, c'est de plus en plus un artisan, c'est un artisanat. Hein. Ah ben, on est des C'est la- artisans c'est la dans co- des et usines. je vais te dire, c'est même la cordonnerie du coin. Hein. Ouais, mais. Je suis pas sûr, moi. Mm. Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, sur des supports comme les nôtres, quoi, tu vois, que ce soit sur France 2, France Inter ou même Elle, j'ai quand même le sentiment que, même si c'était un groupe derrière, je ressens pas tout le temps le suivi du groupe, comment te dire, sur Ah non, mais. Oui. ce que tu voudrais faire, hélas. Et je trouve surtout que, oui, l'éditeur a besoin de vendre. Nous, moi, je me demande jamais si ça va se vendre. Je me demande si la lecture de ce livre va dérouter quelqu'un, mettre une petite claque, ou une grosse, faut voir, sur le museau des préjugés du lecteur ou de la lectrice, et le faire dériver un tout petit peu du train-train quotidien dans lequel je postule qu'il s'emmerde à mourir. Et que si l'art, la culture, n'est pas capable de nous procurer ça, je me demande bien ce qui va nous le procurer. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est pas tellement de me dire est-ce que je vais réussir à en faire vendre, donc ça intéresse l'auditeur, mais c'est est-ce que, même si ça se vend pas ou très peu, ce livre-là peut devenir un livre qui s'échange. Ça, mais je suis d'accord avec toi. Qui parle. Oui, oui. Il aura peut-être 2-3 000 ventes, mais il viendra culte dans 15 ans. Tu vois. Et Bien ça, sûr. c'est intéressant. C'est parce que l'efficacité est moins monétaire que Non, mais ça, intellectuelle. non, mais je suis d'accord avec toi. Et le fond, ce qui est fondamental dans nos métiers, parce que c'est quand même un peu bizarre de lire 150 ou 200 livres par an. Oui, c'est un peu bizarre. C'est un drôle de métier. Ouais, c'est un métier bizarre. Donc, Alors, je te dis, attends, dis donc. Pardonne-moi, mais si on t'avait dit à 15 ans, tu vas être payé pour lire c'est vrai, j'aurais dit génial. et donner ton avis, Mais le Avoue plaisir quand même, fondamental, c'est pas- c'est de découvrir effectivement Voilà. un texte où tout d'un coup tu Ouais. fais waouh, 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 ou ça te change ta vision du monde. Ouais. Tu vois une phrase, tout d'un coup tu sais que dans 10 ans tu t'en souviendras. Oui, exact. Tu lis un passage. Ça, ça. évidemment, c'est le fondamental, enfin, le plaisir C'est la de nos motivation vies. première. Et de voir un film où. Bon. Alors après, plus on en lit, plus on est exigeant. Mais effectivement, le plaisir, heureusement, c'est ça. Bien sûr. On a encore quelques minutes. Du coup, s'il y a des questions ou des remarques. J'ai une petite question, si vous avez parlé des supports, est-ce que vous avez un avis sur les blogs, les chaînes YouTube? Est-ce que vous pensez que c'est un journalisme en devenir, un peu hybride, ou est-ce que c'est encore une question qui se pose pas trop? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que les blogs n'étaient pas ce qu'ils étaient quand moi j'ai commencé à devenir journaliste. J'ai jamais tenu de blog, donc j'ai
je ne parle pas d'expérience directe, hein, mais il ne fonctionnait pas, il ne ressemblait pas, il ne recensait pas les œuvres de la même façon qu'ils le faisaient 2 ans plus tard, de la même façon qu'ils le faisaient l'an dernier, de la même façon qu'ils le font maintenant. Donc ça me semble un objet qui est toujours très 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 délicat à analyser, qui va probablement perdurer, mais changer constamment de forme. Les youtubeurs n'existaient pas dans la pleine mesure de ce qu'ils sont actuellement il y a 2 ans. Il y a 5 ans, on parlait des skyblogs, on parlait... Bref, ça va être protéiforme encore pendant, je pense, très longtemps, et sinon ça le restera peut-être même par nature. Donc c'est compliqué un petit peu à toucher comme sujet. Il ne faut pas y penser en termes de bien et de mal, il faut se dire qu'on n'est pas censé avoir le même métier et que le danger, c'est quand distributeurs ou attachés de presse essayent de jouer un peu la confusion pour faire comme si on avait le même métier. C'est tout à fait noble de bloguer ou à titre de passionné, de partager ce qu'on aime, de se battre pour ce qu'on aime, mais il y a il me semble, 2 différences de nature qui ne sont pas des différences qualitative ou de bien ou de mal, c'est que le blogueur est seul, il n'est pas en collectivité avec une équipe qui l'aide à se modérer ou à s'aider, ou qui peut le soutenir quand on parlait de moments où on a besoin justement du soutien des autres. Moi je suis bien plus heureux d'être dans une équipe de rédaction à écran large, parce que le jour où il y a un attaché de presse qui m'appelle et qui me dit oh non, le dernier Olivier Marchal, tu peux pas dire ça. Bah, non seulement je peux dire ça, alors maintenant c'est moi le rédacteur en chef, mais avant je disais non seulement je peux dire ça, et puis si c'est pas d'accord, tu appelles le rédacteur en chef, il dit si, je peux dire ça. Et ça c'est important. C'est pas le même, c'est loin de moi l'idée de dire que les blogueurs vont se coucher ou machin, mais ils ne disposent pas du même rapport de force. Et il y a une différence de nature, c'est que eux sont pour le coup vraiment dans le partage direct. Ça n'inclut pas ni les mêmes responsabilités, ni les mêmes devoirs. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est moins bien, mais je pense que c'est de nature profondément différente. Vous avez parlé tout à l'heure du risque qu'il va y avoir de soumission de la prescription à la promotion ou à la communication en général. Mais comment est-ce que vous appréhendez votre indépendance de prescripteur individuel à vos pairs? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on ne nécessite pas une sorte de prescription de la prescription, c'est-à-dire une sorte de hiérarchie un peu tacite au sein des médias? Quand je pense à ça, je pense à je sais pas, les triangulérats des logos France Culture, Télérama, Arte sur les affiches, ou par exemple, tous les extraits critiques ou de verbatim des critiques qui essaiment sur les affiches ou les quatrièmes de couverture. Enfin, comment est-ce qu'on positionne un prescripteur par rapport à un autre? Et je pensais aussi, j'ai plusieurs questions en ligne, mais est-ce que pour ça, il y a des spécificités nationales? On parlait tout à l'heure des médias qui se doivent d'être attrayants. Je pense au New Yorker, par exemple, je pense que c'est un cas d'école en termes de prescription culturelle. Je pense que c'est aussi un contre-exemple en termes d'attraction visuelle. Et pourtant, il faut se motiver quand même pour lire des articles de New Yorker. Oui, mais on sait où on met les pieds. Comment positionner les médias dans leur statut de prescripteur les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dépendance interne? Vas-y. Non, pour ce qui est de la presse écrite, c'est compliqué parce que la presse écrite en ce moment va très mal, que ce qui se passe dans les journaux n'est pas du tout drôle parce qu'on vit vraiment une période crépusculaire, que les chutes de vente des journaux dans les kiosques sont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à Elle, il y avait encore Daniel Philippaki qui venait parfois le soir, et un jour j'avais donné une idée d'un reportage, c'était un truc très cher, et il m'avait répondu « Quand une idée est bonne, l'argent ne compte pas ». Aujourd'hui à Elle, si je veux avoir une gomme, c'est très compliqué. Et on a beaucoup de chance à Elle parce que les ventes ne se sont pas effondrées et parce qu'on a un marché publicitaire très fort qui nous permet de continuer à faire des belles productions et à avoir un journal de très grande qualité. Tout ça a fait qu'il y a des demandes aujourd'hui, ça marche pour les éditeurs, mais ça peut marcher aussi pour des produits de beauté ou pour la mode, de faire ce qu'on appelle des publi-reportages. Donc le publi-reportage consiste à faire de la pub déguisée. Alors il y a une chose par exemple qu'on a refusé systématiquement à Elle, qui est de donner notre typographie, notre caractère, pour faire de la publicité. Ça veut dire que Monsieur Duchemolette,
il ferait une pub et il reprendrait le format, si vous voulez, d'un papier dans le L, ce qui ferait que vous êtes la lectrice, tiens, vous direz, tiens, c'est un papier, ah ben non, et en tout petit en bas, vous avez marqué publier reportage. Donc ça, c'est une chose qu'on a refusée, qui est très difficile à refuser, parce que ça vous rapporte beaucoup d'argent, et que les journaux en ce moment ont besoin d'argent. D'où se développe, à mon avis, une chose qui est beaucoup plus saine, qu'on appelle des partenariats, qui sont que vous donnez effectivement, par exemple, nous, les partenariats en termes de littérature, ça peut être que pour le Festival du livre de Nancy, qui est un grand festival du livre au mois de septembre, on fait un partenariat avec eux, donc on a le logo L qu'on leur met sur leur affiche, et en échange de ça, on a une conférence là-bas où j'ai la chance d'inviter 4 auteurs et donc de donner de la visibilité au journal L. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont beaucoup se développer, où on fait des concours. Et c'est des choses qui sont importantes parce que c'est des choses où il n'y a pas d'échange d'argent, mais il y a des échanges de visibilité qui sont intéressantes pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un moment qui est compliqué pour nous, où je pense qu'il faut être encore plus rigoureux dans les demandes qui nous sont faites quotidiennement. Alors, j'abonde totalement dans votre sens et j'ai absolument rien à ajouter. Peut-être quand vous parliez des fameux logos et des citations, des quotes sur les affiches, alors là, c'est quelque chose qui est assez particulier, qui est d'ailleurs assez amusant des fois, parce qu'il y a pour l'anecdote, il y a notamment les citations qu'on vous propose. Moi, ça m'est arrivé, comme je suis un grand amateur de cinéma de genre, c'est arrivé qu'on m'appelle pour un très mauvais film d'horreur et qu'on me dise alors, donc la projection est dans 2 semaines, tu voudrais avoir une citation sur l'affiche ? On en reparle dans 2 semaines alors. Non, mais maintenant, parce qu'on va faire les affiches maintenant. Ah bah non. Ah, mais pourquoi ? Bah, j'ai pas vu. Mais donc voilà, ça peut. Bah, méfiez-vous toujours des citations. Non, ce qui est assez intéressant, en tout cas nous sur Internet, vous évoquiez justement la chute des ventes. Il faut savoir qu'on n'est pas dans les vases communicants, c'est-à-dire que la baisse des revenus publicitaires, la baisse des ventes ne se traduit pas nécessairement en audience qui exploserait sur Internet. D'où là, c'est une situation très compliquée. S'il suffisait à des journalistes papier de devenir des journalistes web, on ne parlerait pas de crise des médias, on parlerait juste d'une mutation. Donc c'est là qu'il y a aujourd'hui une vraie tension, une vraie inquiétude, et qu'il va y avoir de notre part et de la créativité, mais aussi peut-être de la responsabilisation du lectorat, c'est-à-dire que l'idée du tout gratuit, du pure player, et on revient au temps long et à la valeur de ce qu'on fait, ce sont plein de notions qu'il va falloir repenser, réinventer et réinjecter dans peut-être dans le débat public, c'est un grand mot qui ne veut tout rien dire, mais il va falloir. Et là-dessus, justement, les idées des logos, alors les logos, moi je fais partie des gens qui doutent que ça ait une réelle influence. Je ne suis pas sûr que, parce que je ne vais pas dire non quand on me propose de mettre le logo d'Écran Large, évidemment, mais je ne suis pas convaincu que des gens viennent à lire Écran Large parce qu'il y a son nom en bas d'une affiche, et je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas jouer dans le jeu, il n'y a pas de raison, mais je pense que c'est un vieux reste, si j'ose dire, de tradition journalistique qui en réalité aujourd'hui n'ont plus vraiment cours. Je ne pense pas qu'on soit prescripteur parce qu'on a un nom sur une affiche. Je sais que je suis prescripteur moi aujourd'hui parce que je suis un grand amateur de films d'horreur et que j'ai la prétention que je sois un domaine dans lequel j'ai une relative expertise. Je sais que j'ai des lecteurs qui viennent sur Écran Large, même si on est un média généraliste, parce qu'ils savent que les chroniques que je fais là-dessus sont un petit peu cherchées, un petit peu travaillées, que je vais chercher des petites pépites, des petits machins. Et c'est là où j'ai une légitimité, c'est là où justement j'ai des gens qui viennent me voir pour des partenariats parce qu'ils disent oui, on sait que tu n'es pas Mad Movies, on travaille aussi avec Mad Movies, mais voilà, on sait que tu as des lecteurs qui te suivent pour ça. Et ça aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est d'Internet, a peut-être une plus grande influence, une plus grande importance que cette simplicité d'avoir un logo. Et on va travailler sur de la visibilité, par exemple. Aujourd'hui, voilà, on est tellement de médias, c'est compliqué d'avoir des interviews. Nous, Écran Large, on est à la fois ce qu'on pourrait appeler, si on était sur papier, on serait un média énorme, on fait 1 400 000 pages vues par mois pour à peu près 800 000 visiteurs uniques. Si c'était des lecteurs papier, on serait riche à millions. Sur Internet, c'est notable, mais c'est pas très important. Donc on est dans une situation très bâtarde. Moi si je veux avoir des interviews, et des interviews je veux dire pas de 3 minutes, c'est très compliqué. Mais c'est là qu'un partenariat est intéressant. Par exemple je veux dire écoutez moi j'aime beaucoup votre film. Et je sais que, et vous savez, vous distributeur, qu'aller payer 30 000 € pour être sur un carrousel Allociné, c'est pas très intéressant parce qu'à côté il y a Marvel qui va en payer 200 000 pour être 3 fois plus présent que vous. Par contre on va peut-être faire un partenariat, vous allez me laisser faire de longues interviews, vous allez peut-être me mettre sur votre affiche et on va trouver des trucs. Et moi par contre je m'engage à faire une interview, un dossier de fond parce que votre réalisateur, j'ai suivi ce qu'il fait depuis 10 ans, ça m'intéresse énormément. Et puis une critique un peu longue, et on va trouver comme ça. Mais je crois que la simple idée de se dire qu'il y aurait une concurrence du logo,
que la présence sur les affiches est importante. En réalité, non, pas tant que ça. Une autre question, oui. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Simon, à propos du fait que les lecteurs attendaient que vous vous exprimiez simplement et comme eux, au final, en tant que journalistes. Et ça se traduit d'ailleurs par des avis sur les affiches de films, des avis de Twitter, en fait, de journalistes. Et je me demandais si c'était une tendance que vous sentiez venir vers le livre, en fait, parce que c'est surtout présent au niveau des films, mais au final, le livre, est-ce que vous pensez que ça va venir avec les youtubeurs, etc., comme les commentateurs sur YouTube? Je sais pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dilution de la prescription. Avant, c'était assez facile pour un livre. Vous aviez La Une du Monde, vous Télérama. aviez Télérama, et puis un journal de 20 heures pour... Et bon, Elle, et puis un Elle, ou mon camarade est gentil. Mais vous saviez à peu près les leviers pour lancer un livre, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a comme ça des dizaines, voire des centaines de petits prescripteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une blogueuse qui, comme à la belle époque du Monde, elle ferait un article et tout d'un coup, pouf, le livre serait lancé. Mais en revanche, ce qu'on observe, et je crois que Gallimard avait fait une étude très intéressante, c'est que si vous avez dans la même semaine 100 blogueuses qui disent qu'un livre est bien, ça commence à avoir un effet de prescription. Donc, il faut quand même réussir à. bon, mettre, alors il faut avoir les toutes 100, étoiles, ouais, voilà. ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous, en tous les cas, à elles, les blogueuses, ça nous a donné un sacré coup de pied, parce que quand elles sont arrivées, je me souviens que pendant un an, à chaque fois qu'on disait quelque chose et tout, on disait oui, mais les blogueuses. Comme si tout d'un coup, nous, on était des femmes préhistoriques, et que les blogueuses, bon, mais c'est vrai qu'elles avaient inventé un nouveau ton et une nouvelle manière, surtout de parler de la mode. Je pense que c'est très important pour la mode. Et ces filles, en 6 mois, comme Garance Doré, elles devenaient des influenceuses, comme on dit aujourd'hui, très très importantes. C'est vrai qu'il n'y a pas ça pour le livre, comment ça se fait? Pour le livre, non, il n'y a pas encore. Alors, je pense que c'est une question de temporalité. Je pense que, je vais dire de façon toute bête, moi je suis passé à un moment à Ring et on s'était dit tiens on va vraiment, c'est quelque chose qui existait déjà, mais on va vraiment énormément travailler la bande-annonce de livre pour se balader sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est parce que pour l'instant le livre n'a pas encore, ou l'industrie du livre n'a pas encore été totalement aspirée dans cette espèce de grand maelstrom qu'est le réseau social. Nous on a réussi à atteindre des ventes, pas des ventes de best-sellers, mais des ventes que nous n'aurions pas eu vu le peu de relais presque que nous avions au tout début, en utilisant uniquement les réseaux sociaux et en disant plutôt que de dépenser de l'énergie et des moyens pour essayer d'attirer des gros médias qui ne viendront de toute façon pas tout de suite. Eh bien nous allons essayer d'aller voir aujourd'hui grâce à ça directement des lecteurs. Parce qu'il y a des lecteurs qu'on n'a pas encore appris à quantifier, mais qui ne fonctionnent déjà plus avec ça. C'est cela qu'il faut qu'on aille chercher. Je pense que le phénomène arrive, il va arriver de façon un petit peu différente, parce que sociologiquement, le lecteur de littérature ou de fiction n'a pas ce même rapport d'instantanéité très souvent à la consommation culturelle. J'aime pas dire ces mots, mais moi c'est ce à quoi je fais face en l'occurrence, parce qu'on parle de gens qui vont télécharger 3 films dans la semaine, aller en voir un au cinéma, qui sont vraiment dans la consommation. Et pour eux, effectivement, les réseaux sociaux sont devenus un média à part entière, et ça crée des tropismes, ça crée justement, quand je disais un petit peu abruptement au tout début de cette discussion, des notions d'horizontalité, d'immédiateté, dont le livre est presque ontologiquement un peu prémuni. Ça viendra sans doute en partie, mais je pense que tout simplement quand j'ai un livre dans les mains, je n'ai rien d'autre. Je suis en train de regarder un film, j'ai reçu une notification Facebook, oh tiens j'ai reçu un mail, oh tiens j'ai reçu quelque chose. Il y a quelque chose dans la pratique du livre qui incite à une certaine temporalité, qui préserve momentanément et partiellement de certains types de consommation. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que l'univers du livre, et c'est ce que vous disiez tout à fait justement, c'est ni la mode, ni le star system. C'est-à-dire qu'un film, vous allez avoir 18 pushs pour vous expliquer que tel acteur sort avec machine, ou que machine s'est remis avec bidule, que la robe était de Balenciaga et les costumes de Donald Carwell alias le Boutin, enfin tout un tas de trucs passionnants et qui sont vraiment fondamentaux pour la compréhension de l'œuvre, mais je suis pas sûr qu'en littérature on se passionne autant pour savoir ce que met Jean Echnoz quand il sort le matin ses poubelles, quoi. J'aimerais savoir. C'est pour ça que je dis ontologiquement l'objet livre appelle à un autre rapport. Oui, mais il y a un truc qui est intéressant. On a quelque chose à dire là-dessus. Non, mais en revanche, il y a un truc qui est intéressant que j'ai découvert au travers du L, c'est que quand il y a des youtubeuses ou des blogueuses très célèbres, comme par exemple l'année dernière, une fille dont je n'avais jamais entendu prononcer le nom, Enjoy Phoenix,
qui n'a pas l'air d'avoir un cerveau non plus surdimensionné. Mais Il faut se méfier avec les star du net, et quand elle fait un livre, immédiatement le livre devient un succès. Ah oui, mais elle Ceux fait des qui- livres de quoi? C'était un livre de recettes beauté, je crois. Ah oui. Ah, Ah oui, oui, c'est Eh ben, exact. Ouais, ouais. voilà. Et tout d'un coup, moi, je découvre dans Livre vrai. Hebdo, entre John Non, Le t'as Carré raison, j'ai et oublié voilà. ça, j'ai oublié Donc, ça. mais C'est je vrai. trouve que c'est intéressant et que ça donne plutôt des raisons d'espérer, parce que ça veut dire que les filles qui la suivent sur le net, elles ont envie d'acheter Oui, quand même mais ça- un objet livre, et que le livre reste quelque chose de sacré et qui donne envie même à des filles dont c'est pas forcément la Tu culture. ne crois pas que ça, c'est le même niveau que. Enfin, le même principe, le même ressort que Nabila ou Loana sortent leur bouquin? Oui, non Bah, mais... pas- Et en fait, c'est des Pas célébrités, des people qui sortent un livre. Voilà. Alors, Mais oui, un an après, c'est presque oublié, pire, non j'ai envie de dire. Mais... Peut-être que c'est oublié, mais en tous les cas, Non. il y a quand même une vraie curiosité Ouais. pour un objet livre qui coûte 19 € que tu vas acheter dans une librairie. Ou, Mais alors, je suis tout à fait d'accord, mais justement, moi, tout de suite, ce à quoi ça me fait penser, c'est ce qu'on a évoqué aussi voilà, tout à l'heure. Enjoy Phoenix, typiquement, est quelqu'un qui est pris par toutes les personnes qui les suivent et qui la suivent, justement pour l'une des leurs. Ça n'est pas un auteur, ça n'est pas une écrivaine, c'est quelqu'un qui dit: hey, les copains, vous me suivez, vous adorez ce que je fais, bah là j'ai fait ça. Et on est tout d'un coup dans un rapport qui devient très compliqué. Moi, je le vois. Nous ne sommes pas que des Michel Simon à écran large, mais je me targue qu'en gros, tous ceux qui écrivent à écran large ont une petite idée un peu du cinoche et sont capables d'en parler, de le mettre en perspective. Et ben, quand je me retrouve face à un youtubeur dont, pour avoir eu l'occasion de le croiser, je sais que c'est un type sûrement mais charmant, gentil comme tout, mais qui est juste un gars qui donne son avis sur les films et qui, parce qu'il est très sympathique, est suivi par des centaines de milliers de lecteurs qui après arrivent chez moi et me disent: vous êtes quand même vraiment des trucs, pour qui vous vous prenez? Vous avez vu, il dit quand même vachement moins de conneries que vous, parce qu'on est face à un lectorat qui n'a pas forcément les codes, les clés, et nous on est dans une situation où on a envie de dire: les mecs, on a vraiment des trucs à vous transmettre, qu'on a envie de partager avec vous, c'est pas pour autant qu'on est des vieux cons et des gens qui ont envie de vous empêcher d'aimer. Et là, ça nous met, voilà, c'est très challenge. Alors, je suis en train de faire des anglicismes abominables, excusez-moi. C'est un vrai défi qu'on a à relever. C'est-à-dire que, voilà, tout d'un coup, cette dissolution de la prescription nous oblige, nous, à être encore bien meilleurs pour pouvoir défendre vraiment les choses, quoi. Une dernière question peut-être? Rapport à la presse écrite, je pense notamment aux séances photos qui sont faites parfois dans les magazines comme Elle, mais aussi dans d'autres. Et donc du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez de ce phénomène qu'on observe de l'auteur qui passe de son cabinet d'écrivain solitaire à la scène publique. Oui, mais c'est vrai que l'écrivain est un people comme les autres. Cela dit, je vais peut-être briser un rêve, mais ça a toujours été le cas. Oui. Prenez Socrate. Non mais je prends à dessein le plus vieux et ringard, c'est-à-dire qui est encore plus vieux que nous. Il y a un mec qui se baladait à moitié à poil toute la journée à Athènes et qui en plus faisait en sorte que tout le monde vienne le voir. D'un narcissisme dingue, le type. Bon, il n'a rien écrit, mais il a eu un Gugus qui s'est chargé d'écrire en transformant et en édulcorant largement, qui s'appelle Platon et qui a fait une œuvre. Et si vous prenez Descartes, l'un des plus grands philosophes français, Descartes est un agent secret qui est interdit de séjour en France pour avoir tué un garde du roi en duel, qui se retrouve dans les armées du prince d'Orange à combattre contre son pays et qui fait 20 ans de campagne militaire. Rien à voir avec l'image d'Épinal du mec à côté de son poêle en train de se peler les fesses. C'est un aventurier. Et c'est quelqu'un qui cherche aussi. Vous voyez, prenez ce qu'on appelait les courtisans. Alors évidemment, c'est pas bien d'être un courtisan. Bon, sauf qu'ils avaient plus de talent au XVIIe qu'aujourd'hui, et il s'appelait Racine, l'un des plus grands faillots qui soit. Mais c'est inimaginable, Racine et la cour. La Fontaine, n'en parlons pas. L'épître dédicatoire à Madame d'Angleterre. Donc l'image de l'écrivain a toujours été... simplement, il n'y avait pas de télévision et d'Internet pour relayer. Prenez, et c'est pire encore au XIXe siècle, les Goncourt. Alors ils font ça chez eux. Bon, ils reçoivent un tel avant de l'assassiner dans leur journal une demi-heure après qu'il a passé le pas de porte.
Georges Le Sand, bien sûr, mais oui, toute la petite... Il y a eu une bande, d'ailleurs, il devait s'amuser, moi j'aurais adoré aller faire un reportage à cette époque-là. Regardez, Paris 1830. Vous avez Victor Hugo, 30 piges, en train de foutre un merdier, pas possible, en train d'expliquer que c'est plus comme ça qu'on fait du théâtre, virez-moi tous les vieux cons, etc. Derrière, le gros Dumas, qui arrive avec ses 3 mousquetaires, il va être 15 ans à le faire, pas tout seul, mais enfin bon. Et vous avez qui en face? Gérard de Nerval, vous avez Gautier, Balzac, etc. Et tous ces gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils le disent d'ailleurs dans leurs journaux intimes et dans leurs correspondances, ils veulent qu'on parle d'eux. Dans les souvenirs du romantisme de Gautier, c'est évident. Voilà. Tout ça, c'est... Il y a un livre qui est formidable de Murger, qui est les scènes de la vie de Bohème, où il raconte ça, cette espèce d'effervescence géniale de Paris au début du 19e. En fait, aujourd'hui, il y a, oui, le web et la télévision qui met l'accent dessus, mais ça a toujours existé. Le rêve totalement pur d'un écrivain qui ne veut pas montrer son visage, ça arrive une fois, ça arrive avec Jonathan Little il y a 10 ans sur le Goncourt. Ouais, avec Salinger. Avec Salinger, voilà. Et encore, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui. Elle, en 1954, vous avez Bonjour Tristesse qui sort, vous avez Françoise Sagan qui fait la couverture du journal. Oui, voilà. 1981, Yourcenar rentre à l'Académie française, elle est la première femme, elle fait la couverture du journal. Aujourd'hui, moi j'arrive et je dis tiens, j'adorerais qu'on mette Anna Gavalda en couverture de Elle. Ils me regardent comme si je leur disais on va mettre un lapin. Donc, oui, ça veut dire que c'est moins fort. Mais bien sûr, on me dit bon, c'est une de ses lubies, ça va lui passer. Hein. Et d'ailleurs, je n'y arrive pas. Depuis 10 ans que je suis à la tête des livres, j'ai jamais réussi à faire mettre un écrivain mais ça fait vivant partie des métiers, en couverture de Elle. Et puis Modiano, qui est vraiment la plus... Non, mais je te rassure, moi j'ai pas réussi à le faire mettre à la une de l'Express quand il avait eu les 2 gros échecs à l'Express. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais quitté aussi le service, la rédaction en chef, parce que j'adore Christophe Barbier, mais au bout d'un moment on se parlait. On a quand même le Clésio en 2008, prix Nobel. Ouais. Jusqu'au lundi soir, il était question de faire le montage. J'avais écrit la story dans le week-end, 35 000 signes, réduit à 10 000. Et en page intérieure, et Patrick Modiano, le moment du Nobel à Modiano, c'était inouï, moment inouï, parce que c'est pas seulement Modiano qui a le Nobel, c'est toute la littérature française depuis 50 ans, et la question de l'occupation, qui tout à coup devient un enjeu littéraire. Non. Et en plus, son phrasé montre qu'on peut ne pas maîtriser les codes de la télévision et être quand même une superstar. Ah bah oui, alors mais attends, tout le monde dit c'est difficile, mais Modiano en télé, c'est le succès assuré. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que moi, tout le monde m'avait dit, je me souviens quand je l'ai invité 3 fois, Patrick Modiano, à 3 reprises. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que, c'est bizarre, parce que, oui, enfin, c'est-à-dire que, en fait, il faudrait dire que, je sais pas comment dire, parce que, c'est-à-dire que c'est bizarre. Quoi, hein. C'est parce que, bah oui. Et alors là, on ne comprend pas du tout quelle question on a posée nous. On s'aperçoit qu'on est totalement à côté de la plaque. Mais Modiano, faisant ces espèces de digressions, étant dans son univers, si vous avez un bon réalisateur qui va chercher les yeux, il ne triche plus. Vous avez l'écrivain People comme un autre qui triche. Celui-là, c'est terrible. C'est-à-dire celui qui aguiche la caméra et qui veut se faire prendre en photo. Oubliez-le. Il y a des photos absolument magnifiques de très grands photographes d'artistes qui nous montrent parfois, honnêtement, l'âme ou l'être de ces gens-là. Je pense, encore une fois, tu parlais de Salinger, la photo de Salinger cognant contre la vide, vous l'avez sans doute vu, ça devrait être enseigné dans toutes les facs, c'est extraordinaire, cette photo de Salinger qui a dit « je veux plus qu'on me prenne en photo » et qui cogne contre la vide du photographe qui est en bagnole et qui le prend sur un parking, elle est magnifique, inouïe. C'est un court-métrage, oui. Rien que ça. C'est Chris Marker, presque. Voilà. Mais Modiano, c'est ça aussi. Et à chaque fois que je l'avais pris à la télévision, on m'avait dit, les directeurs de programme me disaient « oh putain, non, c'est pas possible, François, s'il te plaît, non. Nous avons quand même un objectif d'audience. On veut bien que tu fasses... non, mais s'il te plaît. » Et bien, écoutez, à chaque fois, on a été très au-delà des objectifs d'audience. C'est très bizarre. Les émissions qui marchent le mieux sont celles où il y a, par exemple, on a fait une émission qui je crois, reste dans les 5 ou 6 plus grands scores. C'était Modiano, Le Clésio, Quignard. Ah oui, et puis il y avait Finkielkraut à la fin qui n'osait plus rien dire, pour une fois, tétanisé par les 3 géants. Et ça avait commencé par, alors je leur dis, est-ce que vous connaissez? Et là, Quignard, regard bleu acier, regarde Modiano, qui se tourne vers Le Clésio, qui bredouille. Hein. Oui, on se lit.
Nouveau silence. Là, je me suis dit, c'est bien, il y a 1 heure à faire. Comme ça, mais en même temps, je crois que ça, c'est pas ça qui déroute les téléspectateurs ou les lecteurs. Ce qui les déroute, c'est plutôt la fausse monnaie. C'est-à-dire, ce sera les photos trafiquées, c'est le Photoshop inutile, c'est de nous présenter une X-ième bimbo comme révélation littéraire à la Minou Drouet. C'est l'interview lisse qu'on déroule et où il n'y a jamais de chair, où il n'y a jamais... N'est pas Sagan qui veut. Rien. Ouais. Sagan en photo pieds nus, la photo de Sagan pieds nus en noir et blanc, je crois que c'est la photo de 54 au moment où elle sort Bonjour Tristesse, où on voit cette fille qui est toute timide, elle doit avoir 18 ans ou 19 ans, elle n'en revient pas d'avoir été publiée par René Julliard, qui à l'époque est l'espèce d'Antoine Gallimard de l'époque. Et il y a cette photo géniale où elle est dans une voiture qui est la Jaguar qu'elle loue, enfin que Julliard lui loue et qu'elle va racheter 3 semaines plus tard, parce qu'elle y prend goût. Et Julliard crée le personnage en lui demandant de retirer ses chaussures. Ouais. Ça dit tout. Mais là, vous avez toute sa timidité, toute la tendresse également du photographe, toute l'arrogance aussi de cette jeune fille de 18 ans qui dit maintenant on va parler un petit peu de sexualité, de liberté, etc. dans une époque 54, pas franchement hyper ouverte, on va dire. Et donc du coup, cette pipolisation entre guillemets, elle a aussi un effet qui n'est pas forcément négatif. Vous voyez, c'est pas très grave, ça crée des destins. Et les grands artistes souvent ont un destin un peu hirsute, un peu fracassé. L'un des plus grands écrivains pour moi est l'américain James Salter. Il était pilote de guerre pendant très longtemps. Et puis il a écrit 6 livres en 75 ans. Mais il n'a pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas de gras, il doit y avoir, il n'y a pas une ligne à retirer. Ça fait au total moins de 1000 pages, et c'est l'une des plus grandes œuvres du XXe siècle, d'un type qui était pilote de guerre en Corée. Mais le simple fait qu'il ait été pilote de guerre en Corée, que l'on voit de temps en temps exhibé dans un journal, tout à l'heure vous parliez du New Yorker. Le New Yorker est le grand journal qui a popularisé le journalisme d'écrivains. C'est des écrivains qui écrivent, et on écrit sur les écrivains en faisant un portrait. Un vrai portrait enquêté dans lequel on va aller interroger tout le monde, l'écrivain bien sûr, mais aussi sa première femme, son concierge, les parents, le grand-père. Et puis après, on va vérifier. Donc ça, on ne peut pas le sortir pour la sortie du livre. C'est pas grave. On va le sortir 3 mois après. Mais ça, il se trouve qu'il y a un pays qui s'appelle les États-Unis, dans lequel il y a encore des gens qui sont prêts à payer 8 $ pour acheter chaque semaine, non pas une information. D'ailleurs, tout l'enjeu est là. Moi, je ne crois pas qu'on paiera pour acheter de l'info. Mais par contre, les gens sont capables de payer pour que vous leur racontiez une histoire. On en revient au storytelling. La photo, elle raconte une histoire. La caméra, elle raconte une histoire. Quand on va se promener chez Philippe Roth et qu'on en sort 52 minutes, je ne cherche pas à vous faire de la critique sur Roth. Ça ne marcherait pas en télé. J'essaye de vous raconter une histoire. Comment un gamin de New York a mis le feu au monde juif en racontant des histoires abominables qui feraient passer Woody Allen pour une espèce de Quaker. Voilà, de puritain. Ce sera le mot de la fin. On va devoir s'arrêter. Super. 21h déjà, disons. Ouais, 21h. Oui. Hop. Pour 2 minutes, elle est proche. Là. C'est quand même le bonheur.